Alors je vais faire très très court parce que sinon je vais me lancer dans une longue agiographie qui serait gênante pour David. Alors David, on a fait connaissance bizarrement il y a 2 ans et demi sur le mur d'une amie commune qui est Coralie Delhomme et qui tient un blog qui s'appelle La Reine Nue, qui est aujourd'hui journaliste à Marianne, tu me disais, sur Pologne TV, Et Mediapart et France Culture. Pas Mediapart. Pas Mediapart. Et à l'époque, ils avaient un projet en genèse, un livre qui allait devenir La fin de l'Union européenne. Et on avait des joutes passionnées sur le fonctionnement de l'architecture européenne. Moi, je faisais l'hypothèse que les gens seraient raisonnables et amèneraient les dysfonctionnements qui étaient visibles, notamment sur l'euro, qui me paraissaient criants, puisqu'on avait les travaux de Mendel 62, il y avait un certain nombre de dysfonctionnements qu'on voyait. On a commencé à partager. Et il se trouve que l'année dernière, quand il a eu le projet du nouveau bouquin que vous voyez là, qui s'appelle L'économie du réel, la problématique des modèles trompeurs, il m'a fait l'amitié de me demander d'être un des relecteurs, on était plusieurs. Et une fois que le livre est sorti, j'ai dit bon, il faut à tout prix que tu viennes à Albi parce que tu as une pensée qui est intéressante et il faudrait qu'on puisse la partager avec les Albigeois. Alors pour présenter brièvement David, il a fait ses études à Grenoble, dans une fac hétérodoxe. Il y en a peu en France, parce qu'aujourd'hui, le modèle libéral dominant, l'économie de l'offre, la demande, tout ça, c'est vraiment le courant mainstream. Il est très difficile d'avoir accès à une pensée à la fois des modèles dominants et des modèles et des critiques des modèles. Ensuite, il a fait un doctorat, alors dont le titre, je vais vous donner précisément, c'est en 2007, l'apprentissage organisationnel entre processus adaptatif et changement dirigé. Donc vous voyez, ça c'est le titre de thèse ronflant. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre déjà qu'il y a des problèmes de rationalité limitée, de traitement cognitif de l'information, et que ces représentations vont façonner les décisions. Et le problème, c'est que si les représentations sont mauvaises, on va avoir des soucis de cohérence des modèles. Il a ensuite fait un postdoc au commissariat à l'énergie atomique et il a été recruté de suite par l'université d'Angers où il est depuis 2009, c'est ça. Ensuite, il a rejoint les économistes atterrés en 2013 dans lequel il est très actif. Il a fait par exemple des conférences à Thinkerview avec eux. Et il a écrit il y a 2 ans La fin de l'Union européenne, qui était un livre, que vous soyez eurosceptique ou que vous soyez pro-européen, c'est pour moi le livre à lire, parce que si vous êtes eurosceptique, vous allez être nourrir dans votre euroscepticisme, et si vous croyez à l'idéal européen, ben vous avez mis en exergue tous les défauts de la construction européenne et qu'il faudrait modifier et amender si on croit à cette idée européenne. Et donc c'est une lecture nécessaire. Paradoxalement, l'accueil a été mitigé dans les revues, dans un certain nombre de recensions et de revues, peut-être à cause du ton du livre, etc. Mais ça a prouvé, en tout cas l'accueil m'a donné un indice de la pertinence. C'est-à-dire qu'ils mettaient tellement le doigt là où ça fait mal qu'il y a eu des réactions un peu gênées. Et ce livre, pour moi, et je m'appuie énormément dessus en cours, je ne vais pas me cacher, c'est un bouquin qui est fondamental parce qu'il permet de comprendre à la fois la pensée économique dominante, mais aussi ses lacunes et ses faiblesses. Et c'est aujourd'hui le champ de la recherche académique qui se développe le plus, et notamment sur les défaillances de marché et comment les réguler et les corriger. Et c'est très intéressant. Et la suite logique de tout ça, c'est qu'aujourd'hui David travaille en recherche, on en discutait tout à l'heure, sur la conséquence inéluctable de l'utilisation de ces modèles et de la construction européenne, c'est la montée des populismes. Bon, merci beaucoup pour cette présentation, Loïc. Alors, ce qu'il oublie de dire, c'est que quand on s'est rencontrés au début sur Facebook, on s'est engueulé. On s'est engueulé justement sur la question européenne. Et j'étais pas bien malin parce que je lui dis en fait, t'as qu'à lire le livre qu'on a écrit avec Coralie. Et là, il me dit mais en fait, je l'ai déjà lu ton livre. Et donc, j'avais l'air tout bête. Et donc, je me suis dit en fait, c'est quelqu'un qui finalement qui est plus intéressant que ce que je pensais au départ.
Et du coup, j'ai trouvé tellement intéressant que j'ai fini par lui faire demander de relire mon livre. Vous voyez comme quoi, heureusement, on change. Et justement, en discutant, on change, parce que Facebook n'est pas toujours un endroit où les débats sont sereins. Mais grâce à la patience de Loïc, je dois dire, nous sommes restés amis. Alors, oui, donc je voulais du coup parler de tout à fait autre chose, enfin, expliquer, enfin pas tout à fait autre chose, parce qu'il en a un peu parlé de... Alors c'est pas juste une présentation du livre que je vais vous faire, parce que ça serait un peu fastidieux, puis le livre aborde beaucoup de choses différentes, mais je voudrais essayer de focaliser sur une chose, parce que comme on est ici à l'université, et il m'a dit qu'il y aurait certains de ses étudiants, je ne sais pas s'ils sont là, il y en a quelques-uns, bravo, je voudrais revenir sur une question qui pour moi est fondamentale, qui est, alors, pas simplement les failles de la pensée économique, mais essayer de réfléchir à ce que c'est que le néolibéralisme. Le néolibéralisme, ce n'est pas une pensée économique, le néolibéralisme, c'est une pensée politique. Hein, je vais essayer de le définir. Et comment est-ce que la science économique contemporaine a, en quelque sorte, nourri la pensée politique néolibérale. Et voilà, donc je vais essayer de caractériser cette pensée politique en essayant de montrer les liens qu'elle a avec la science économique. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, je vais montrer les limites que ça pose en termes concrets. C'est-à-dire en termes, alors je vais parler un peu des marchés du carbone, je vais aussi parler, si j'ai un peu le temps, de l'agriculture, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et du coup, la conséquence de ça, il l'a dit, Loïc, c'est finalement la volonté du populisme, c'est une forme de conséquence ou de réaction de ce système néolibéral. Alors je ne vais pas parler d'Europe, mais bien sûr que derrière, il y a aussi la question européenne, puisque la question, aujourd'hui, les institutions européennes, ce sont des institutions qui sont fondées sur l'idéologie néolibérale. Ça n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, il faut le dire aussi, mais c'est devenu comme ça. Et donc, le néolibéralisme n'est pas détaché de la question européenne. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par définir ce dont on parle, parce que souvent, là aussi, les gens se disent mais le néolibéralisme, ce n'est qu'une façon un peu nouvelle, péjorative de parler du libéralisme. Et pour moi, non. Pour moi, il s'agit le libéralisme et le néolibéralisme sont deux choses totalement différentes. Alors pour moi, le libéralisme, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une idéologie du XVIIIe siècle qui est, enfin, c'est une doctrine plus précisément qu'une idéologie d'ailleurs, qui a pour objectif de concourir à l'émancipation individuelle. Donc au XVIIIe siècle, on est dans une société qui ne sont pas forcément une société démocratique, notamment en France, l'idée, c'est finalement, derrière le libéralisme, c'est la question de l'individu. Est-ce que l'individu existe par lui-même? Et au fond, ce qui pose pour moi la question libérale, c'est de faire exister cet individu, puisque de l'émanciper de toutes les structures sociales qui peuvent exister, qui sont la religion, l'État, la famille, les traditions, etc. Et donc au cœur du libéralisme, il y a cette idée d'émancipation. Alors derrière cette idée d'émancipation, c'est pas forcément nier les structures sociales, c'est pas forcément nier l'État, c'est pas forcément nier la famille ou la religion. C'est juste d'admettre qu'il existe un individu qui est inclus dans ces institutions sociales et qui mérite d'être pris en compte par rapport à ces institutions. On vit aujourd'hui dans des sociétés qui sont le produit de ce libéralisme. L'individu existe aujourd'hui parce que il a été, on va dire, inventé dans cette période-là du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, plutôt XVIIe d'ailleurs que XVIe, où on a essayé de le concevoir. Et donc le problème, c'est que quand on conçoit l'individu, en fait, on conçoit la démocratie et le contrat social de Rousseau est un produit de l'individualisme, la philosophie de l'individualisme. Alors, enfin de l'individualisme, du libéralisme qui lui-même cherche à émanciper les individus. Donc c'est ce libéralisme qui va donc être le cœur de la démocratisation progressive des sociétés. L'idée qu'il existe des droits de l'homme, les droits de l'homme sont un produit direct de ce libéralisme, et aussi d'une autre conception derrière la question de l'État et de ce qu'il doit faire l'État. Eh bien, il y a aussi une question économique. Et le libéralisme a aussi inventé une émancipation économique en même temps qu'il invente une émancipation politique. Mais cette émancipation n'est pas anti-étatique. Et ça, c'est important aussi de le dire. Celui qui va concevoir l'idée libérale au sens économique, c'est bien sûr Adam Smith, dans son livre « La richesse des nations », publié en 1776. Alors, c'est à lui qu'on doit la fameuse métaphore, parabole, si je puis dire, enfin, analogie, la main invisible, vous savez. L'idée derrière la main invisible, c'est l'idée que
le marché, en s'appuyant sur l'égoïsme des individus, permet de concourir bien davantage au bonheur commun, au bien-être collectif, que si on demande aux individus de concourir consciemment au bonheur collectif. En gros, l'idée de la main invisible, c'est grâce au marché, l'égoïsme va se transformer en altruisme. Et donc ça, on dit souvent que c'est au cœur du libéralisme de Smith, et on n'a pas tort. Je pense que c'est un peu ça que permet de... Il ne découvre pas ça, en fait, hein, il s'était déjà découvert, mais il va réussir à le populariser. Par contre, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ce libéralisme de Smith, ce n'est pas un libéralisme qui nie les institutions sociales ou qui nie l'intervention de l'État. Et je vais revenir tout à l'heure, quand on est libéral, on n'est pas contre l'éducation obligatoire. Oui, si je dis, on n'est pas, si je dis, faisons en sorte que l'individu soit émancipé, je ne dis pas, supprimons toute contrainte et toute règle. Ce sont deux choses totalement différentes. Parfois, la contrainte émancipe. Et typiquement, l'éducation obligatoire, publique, c'est un outil d'émancipation. Ce n'est pas un outil de contrainte qui va nier l'autonomie et l'individu. Au contraire. On a tendance parfois à considérer la liberté comme l'absence de contrainte, mais c'est faux. La liberté, c'est la possibilité, la liberté individuelle, c'est la possibilité d'acquérir un certain nombre de choses. Et l'éducation obligatoire, ce n'est pas vu, ça ne peut pas être vu d'un point de vue libéral comme une contrainte, mais au contraire comme un outil d'émancipation. Donc c'est tout à fait dans le libéralisme. Et alors, de la même façon, un marché libre n'est pas forcément un marché qui est toujours bon. Il faut des services publics, Smith le reconnaît, je vais vous montrer tout à l'heure, l'importance des services publics, il faut un système économique qui fonctionne et qui soit juste. Si on a les lois des plus forts, si on a un système qui oppose, on va dire, des individus aux intérêts divergents, mais avec un rapport de force extrêmement différent, on ne va pas avoir un système émancipateur, on va avoir un système oppressif. Le néolibéralisme, c'est une autre logique. Le néolibéralisme, c'est une idéologie, une doctrine qui vient du XXe siècle. Et enfin, du XIXe siècle en réalité, mais qui va vraiment s'étendre au XXe siècle. L'objectif du néolibéralisme, c'est d'organiser l'ensemble de la société à partir autour du principe de marché autorégulateur. Donc là l'objectif, c'est pas d'émanciper l'individu, c'est de créer un système social qui soit fondé sur la concurrence, qu'on veut le plus libre et le plus non faussé. Et l'objectif du néolibéralisme, c'est de supprimer le pouvoir d'intervention de l'État dans l'économie. Derrière le néolibéralisme, il y a une forme d'idée qu'il existe un état naturel de l'économie qu'il ne faut surtout pas perturber et que toute intervention de l'État va perturber cet état naturel. Et cet état naturel, c'est le marché. Et donc on voit bien ici que le marché est bon par principe, si je puis dire. Et la société doit faire en sorte de s'organiser pour permettre au marché d'être concurrentiel. Alors, quand on réfléchit du coup sur ce que signifie concrètement l'idéologie néolibérale, eh bien, on peut s'intéresser à la question des émissions de gaz à effet de serre. Alors, simplement, il est à peu près clair que notre système économique, nos systèmes sociaux, nos écosystèmes ont besoin d'une limitation sévère des gaz à effet de serre. Les scientifiques nous disent que si on continue d'émettre ces gaz, notamment le CO2, bien on va avoir des hausses de température qui vont être insoutenables. Et donc là aussi, c'est pas bon pour la société. Donc il faut limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Alors la question qui se pose, c'est comment fait-on ? En réalité, il y a deux manières de limiter la pollution. Il y a la manière réglementaire, qui est l'idée que si on veut que les gens arrêtent d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, il faut les forcer à le faire. Il faut le forcer en mettant des règles. Est-ce que ça, c'est contre l'émancipation des gens ? Non, c'est des règles qui vont permettre aux gens de ne pas être, on va dire, oppressés à terme par des chaleurs extrêmement élevées. Donc voilà, on instaure des règles. Alors par exemple, les règles, ça peut être des moteurs qui émettent moins de CO2, ça peut être même beaucoup plus large que ça peut être l'interdiction de certains véhicules qu'on considérait comme trop polluants, ça peut être aussi, alors c'est pas de la réglementation, mais c'est une forme d'intervention publique de l'État qui est de développer les transports qui n'émettent pas de CO2 et d'interdire parfois sur une distance éventuellement le transport qui émet des CO2. Par exemple, un truc auquel je pensais en venant en avion du coup de Nantes, c'est de me dire les gens qui prennent l'avion pour 200 km ou 300 km, c'est juste complètement débile. Faut savoir que l'avion consomme le plus de carburant au moment du décollage. Donc si plus on décolle pour des petites distances, plus on consomme de CO2 bêtement.
C'est pas du tout pareil de faire 2000 km, enfin 3000 km ou 4000 km en avion que de faire 200-300 km en avion. D'un point de vue des émissions, c'est pas du tout les mêmes quantités d'émissions qu'on va émettre. Donc voilà, développer l'intervention publique, réglementer strictement l'usage du carbone, etc. Bon, c'est pas du tout ça qu'on a fait. Quand on a voulu limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, justement, et ça c'est porté par les économistes, on a créé un marché, le marché du carbone. On s'est dit, comme on ne veut pas mettre trop de règles, comme il faut que comme le marché est efficace, qu'il faut organiser la société autour du marché, eh bien on va trouver dans le marché une solution à la limitation des gaz à effet de serre. Et ça a été donc cette création du marché carbone. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on a alloué aux industriels, aux gros émetteurs, des quotas, des droits à polluer. Et ces droits à polluer, eh bien, ils sont donnés et ensuite libres aux individus de les utiliser ou non. S'ils utilisent tous leurs droits, ben, ils n'en ont plus, bien sûr, mais s'ils n'en utilisent pas tous, ils peuvent les revendre sur un marché dédié, qui est le marché carbone. Et de la même façon, si on veut émettre davantage d'émissions qu'on a de quotas, de droits, eh bien, il va falloir racheter les droits sur le marché. Alors l'objectif, c'est de dire, avec ces quotas limités, on va avoir un marché qui va se faire, qui va globalement, au fur et à mesure de la croissance économique, on va avoir des émetteurs qui vont vouloir émettre de plus en plus de CO2, sauf qu'ils sont limités par les quotas, donc on va avoir les prix du carbone qui vont augmenter et qui vont être des outils d'incitation pour limiter les émissions. Donc l'idée, c'est pas de réglementation, mais des incitations. Alors sur le papier, ça marche très bien. C'est l'idée que les prix déterminent les comportements. On est tous des homo economicus, on est tous des individus qui sont des individus économiques, qui sont incités par les prix à acheter et à vendre. Et donc logiquement, dans un système où on émet des coupons, des émissions, des droits d'émission qui sont limités, et où il y a un besoin de croissance économique, eh bien, il va forcément y avoir un moment où, grâce à ce système, eh bien, on va inciter les gens à transformer leur mode productif. En fait, il ne s'est pas du tout passé ça. Alors, il ne s'est pas du tout passé ça pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'on a émis beaucoup beaucoup trop, en fait, de quotas d'émissions par rapport à ce qui est aux besoins. Donc, les quotas d'émissions ont eu un prix faible. Donc ils n'ont pas rémunéré ceux qui étaient économes, et ils n'ont pas non plus pénalisé beaucoup ceux qui n'étaient pas du tout économes. Et puis l'autre chose, c'est la crise économique qui est apparue en 2008-2009, où là, tout d'un coup, les industriels se sont... Alors en plus, il y a eu aussi des délocalisations, évidemment, donc ça veut dire qu'il y a moins d'industriels polluants en France, mais ils vont en Chine ou ailleurs, là où justement il n'y a pas de ce genre de quotas. Et au final, on s'est retrouvé avec un stock de quotas qui était énorme, et un prix du carbone qui était quasiment tombé à zéro. Puis il y a un autre phénomène qui s'est aperçu, c'est que même quand le prix n'était pas à zéro, même quand le prix commençait à augmenter, parce qu'il a pu vraiment avoir des augmentations, en fait on a vu qu'il était extrêmement volatile, variable, le prix ne cessait d'augmenter et de baisser, et donc en fait il a favorisé davantage la spéculation que l'investissement. Et la plupart des économistes qui ont fait le bilan, ce marché de carbone a été créé en 2005, 10 ans plus tard, en 2015, on a eu un certain nombre d'études qui ont fait le bilan, on a dit en fait ça ne marche pas du tout, c'est pas du tout incitatif. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est pas incitatif, c'est que c'est un marché qui taxe le carbone, quelle que soit son émission. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on suscite des comportements où on va investir dans les productions à bas carbone uniquement là où c'est rentable, c'est-à-dire en fait là où c'est facile. Et on va pas faire de... En fait, ça va être un mécanisme qui suscite l'investissement à court terme et pas du tout l'investissement à long terme. Et la réalité, c'est que en fait, ce mécanisme seul ne suffit pas à transformer les comportements. Alors, on peut s'en douter en fait, puisque cette idée de taxer le carbone, eh bien, elle s'est propagée au-delà des industriels, puisque aujourd'hui, si on a le mouvement des gilets jaunes, c'est parce qu'on a voulu mettre une taxe carbone sur les carburants en France. Alors, sur l'essence, puis aussi, bien sûr, sur le gasoil. Et notamment rattraper la taxation du gasoil par rapport à la taxation de l'essence. Et là, on a bien vu l'échec, et l'échec populaire. Les gens disent non. Et pourquoi ils ont dit non ? Ils ont dit non parce qu'en fait, cette taxe carbone n'était pas incitative.
Les gens continuent de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas de mode de transport alternatif. Et là, l'échec du gouvernement, c'est de dire, avec les prix, avec le mécanisme incitatif des prix, avec donc le marché et la puissance du marché, je vais tout changer. Mais si on n'a pas un État qui crée des lignes de chemin de fer, qui électrifie d'ailleurs les lignes de chemin de fer, parce que toutes ne sont pas électrifiées, qui fait en fait exactement l'inverse, puisqu'il ferme des lignes de chemin de fer et qui remplace les lignes de chemin de fer par des cars, bon, et bien clairement, et s'il n'y a pas de mode de transport alternatif, clairement vous pouvez taxer le gazole comme vous voulez, vous ne réduirez pas les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait ce système a été vécu par les gens comme un système extrêmement hypocrite, où on expliquait aux gens qu'il fallait qu'ils fassent ce que le gouvernement, lui, ne pouvait pas faire ou ne voulait plus faire parce que sous prétexte qu'il n'avait plus les moyens. Donc vous voyez, en même temps, vous voyez, on fait la réforme de la SNCF et on supprime un certain nombre de lignes et de gares, et ensuite, juste après, on dit, ben voilà, maintenant on va vous taxer le gasoil. Les gens, ils se sentent piégés, et ils ont raison. Parce que le système du marché, en réalité, ne fonctionne pas. Et c'est là, vous voyez, on a une limite, hein, à la fois sur le marché du carbone et à la fois sur la politique actuelle, qui est de dire, eh bien, avec le marché, tout va faire correctement, l'État n'a plus besoin de faire grand-chose, il a juste à donner des prix du carbone, puis vous allez voir, tout ira bien. En réalité, le marché ne fonctionne pas comme ça. Bon, donc c'est ça qu'on est aujourd'hui. On est, à mon avis, piégé dans ce type de raisonnement où on considère que tout doit passer par des mécanismes de marché. Et y compris d'ailleurs, alors là aussi, la compétitivité. Pourquoi est-ce qu'on supprime l'ISF? Parce qu'il faut attirer les investissements en France. Alors si on attire les investissements en France, il faut baisser les taxes, il faut rémunérer davantage le capital, pour qu'ils choisissent de venir chez nous plutôt que chez nos voisins. Donc, cette logique-là, en fait, elle concourt en fait à toute la logique, toute la politique économique depuis un certain nombre d'années, et elle est aujourd'hui mise en œuvre en France à un niveau que, pour ma part, je trouve que jamais vu, c'est quasiment caricatural, puisque par magie, vous voyez, avec des fluctuations de taxation, eh bien, on va tout d'un coup, ça suffira pour produire, réindustrialiser la France, quoi. C'est absurde. On sait très bien que dans l'histoire économique, l'industrialisation de la France en particulier, c'est toujours faite par l'intervention de l'État, mais pas l'intervention par la fiscalité, l'intervention physique. Hein. Saint-Gobain, le leader mondial des verres, c'est Colbert qui va voir les verriers de France qui dit bon, on va construire la galerie des glaces à Versailles, mettez-vous d'accord, et puis on va construire une entreprise tous ensemble. Et ça, c'est pas le marché, ça c'est l'intervention directe, c'est la politique, ce qu'on appelle la politique industrielle. Bref. Comment on en est arrivé là? Comment la pensée économique est-elle devenue néolibérale? Je vous dis, au départ, ce n'est pas du tout le cas. Au départ, Adam Smith, dans La richesse des nations, il définit l'économie de cette manière-là. Je vous donne la définition, je vais la lire. Alors, l'économie politique, on parle d'économie politique, on ne parle pas de science économique. Vous avez compris que l'économie n'est pas une science, c'est une pratique politique. L'économie politique, dit Smith, considérée comme une branche des connaissances du législateur et de l'homme d'État, se propose deux objets distincts. Le premier, de procurer au peuple un revenu ou une subsistance abondante, ou pour mieux dire, de le mettre en état de se procurer lui-même ce revenu et cette subsistance abondante. Le second, de fournir à l'État ou à la communauté un revenu suffisant pour le service public. Elle se propose d'enrichir à la fois le peuple et les souverains. Ce n'est pas du tout une définition néolibérale qu'on a là. D'abord parce que vous voyez que l'État et le service public est au cœur de la définition. On se propose avec l'économie politique d'enrichir le peuple, d'enrichir le souverain, c'est-à-dire l'État, pas le souverain en tant qu'individu bien sûr, l'État, pour permettre le fonctionnement des services publics. Alors, ce qui est intéressant, deuxième chose qui est intéressante ici, c'est que Smith, du coup, introduit une idée qui, à mon avis, a totalement disparu de l'économie aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit une économie punitive. On nous dit faites des efforts, serrez-vous la ceinture, vous allez voir, tout ira mieux demain. Mais on n'est pas censé être dans un système de croissance. S'il y a croissance, pourquoi devrait-on serrer la ceinture? Au contraire. Smith, il a parfaitement conscience de ça. Lui, Smith, il invente la croissance. Il invente véritablement le concept de croissance. Alors, il explique par l'accumulation du capital, des moyens de production, et il explique aussi parce que pour lui, il a une théorie de la valeur qui est fondée sur le travail. En gros, la question est, qu'est-ce que c'est que la richesse?
La richesse, c'est, dit Adam Smith, la richesse, c'est l'ensemble des biens et des services dont on peut disposer. Donc tout ce dont on peut disposer. La richesse, c'est pas l'argent. Hein, ça, il insiste beaucoup là-dessus. La richesse, c'est pas l'argent. La richesse, c'est les biens, les services qu'on a. Et d'où viennent-ils? Ils viennent du travail. Mais alors, s'ils viennent du travail, comment fait-on pour accroître et pour rendre les gens plus riches? Pour rendre les gens plus riches, il faut globalement créer plus de richesses. Et comment fait-on? Nous dit Smith, bien pour créer plus de richesses, bien, il faut organiser mieux le travail. Alors, organiser mieux le travail, ça veut dire, lui donner aux travailleurs des outils efficaces, donc les moyens de production. Donc, voilà, passer de la pelle au tractopelle, par exemple, ça permet à 1 heure de travail de creuser des trous bien plus grands. Voilà. Plus de richesse égale plus de trous. C'est une image. Et c'est bien pour les piscines, il faut dire. Et imaginez, vous creusiez votre piscine à la pelle, c'est plus long qu'avec un tractopelle. Tout le monde a compris. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous dit Smith, et d'ailleurs il commence son livre là-dessus, c'est une meilleure organisation du travail. C'est-à-dire que le travail ne se fait pas individuellement. Le travail est toujours collectif. Et là, dans La richesse des nations, si vous avez l'occasion de le lire, c'est un livre qui est facile à lire, on peut le trouver en PDF sur Internet, c'est libre de droit, bien sûr. Il commence, livre 1, chapitre 1, la manufacture d'épingles. La manufacture d'épingles, c'est un exemple concret. Les chiffres sont fantaisistes, mais l'exemple est tout à fait réel, de comment on peut multiplier les rendements et la productivité d'une entreprise par la division du travail. Qu'est-ce que ça veut dire la division du travail? Ça veut dire confier des tâches à un ensemble d'individus et organiser collectivement ces tâches. C'est-à-dire, en fait, derrière la division du travail, il y a l'idée de la spécialisation des gens et aussi l'idée qu'on va travailler collectivement. Donc il ne s'agit pas, en quelque sorte, pour créer davantage de richesse, il ne s'agit pas juste de mettre des machines en face du travailleur. Il faut aussi collaborer collectivement dans une organisation qui permet aux individus d'être plus efficaces quand ils sont ensemble, quand ils sont séparés. C'est une idée toute bête, évidente, mais il dit, grâce à ça, on va être plus riche. Et on va être plus riche, donc ça veut dire que tout le monde va être plus riche. À la fois le souverain, qui est quand même le chef d'État, enfin les gens de l'élite, et les gens du peuple. Alors le truc, c'est que cette idée, en réalité, elle porte en elle un caractère révolutionnaire. Pourquoi? Parce que la société du XVIIIe siècle dans laquelle Smith écrit, en 1776, il écrit même avant, puisque c'est la date de parution du livre, c'est une société extrêmement inégalitaire, dans laquelle les ouvriers vivent dans un état de misère absolue. On a des enfants qui travaillent à 5-6 ans. Donc l'idée de dire, regardez, on veut tous être plus riches, ça veut dire aussi, il n'y a aucune raison pour que cette pauvreté subsiste. Et donc derrière cette idée de Smith, il y a un certain nombre de théoriciens qui vont se dire, si Smith a raison, et si vraiment il y a une possibilité d'améliorer la croissance économique pour que tout le monde soit plus riche, alors cette misère devient inacceptable. Auparavant, elle était acceptée parce que la Bible nous disait, tu vas maintenant travailler à la sueur de ton front, parce que voilà, tu es parti du paradis en quelque sorte. Mais maintenant, on nous explique que c'est possible d'améliorer le sort de tout le monde. Donc la misère devient inacceptable. Et on a un certain nombre de travaux, Condorcet en France, Godwin en Angleterre, et puis on a aussi, je crois que c'est Thomas More, je ne sais plus, des auteurs qui pensent une société utopique, une société qui va permettre de donner, c'est là qu'on conçoit l'idée qu'on pourrait avoir un système de sécurité, un progrès humain, c'est Condorcet, un système de sécurité universelle, sociale universelle, c'est Godwin. Et là, on a la Révolution française qui apparaît. Et les classes dirigeantes commencent à avoir peur. Et si vraiment les gens commençaient à se dire, effectivement, on peut tous avoir plus, quoi. Et donc, on va avoir, dans la pensée économique, juste après Smith, avec Ricardo, avec les auteurs du XIXe siècle, donc post-Révolution française, ils vont dire, attention, c'est pas possible. C'est pas possible de rendre les gens plus riches. Si les pauvres deviennent plus riches, ils vont se reproduire, on va avoir, ça c'est ce que dit Malthus, ils vont se reproduire, on va avoir un développement démographique tel qu'il va être supérieur à l'augmentation des richesses, et donc au final, on sera tous beaucoup plus pauvres. Oui. Si on paye mieux les salariés et les ouvriers, on va être tous plus pauvres. Vous voyez le renversement complet que fait la théorie de Smith. Et pourtant, c'est des gens qui citent Smith. Ricardo explique, c'est pareil, la même chose, il est d'accord avec Smith, il dit, attention,
On va arriver vers l'état stationnaire, nous dit-il. La croissance va s'arrêter parce que justement les prix élémentaires vont devenir trop chers parce qu'il va y avoir trop de croissance démographique. Bref, la pensée de Smith, optimiste, qui expliquait qu'on allait tous pouvoir devenir riches, a du coup très vite été tuée dans l'œuf par ceux qui se déclarent eux-mêmes les héritiers de Smith. Et puis il va y avoir un autre aspect qui va aussi profondément changer la pensée économique, c'est la rupture de Stanley Jevons. Alors, qu'est-ce que dit Jevons? Jevons, c'est un auteur de la fin du XIXe siècle. Et en fait, il dit que le problème de Smith, c'est la théorie de la valeur travail. La théorie de la valeur travail signifierait que toute marchandise trouve sa valeur dans la quantité de travail qu'il a fallu faire pour l'élaborer, globalement. Ça veut dire que la valeur, à la richesse, elle est attachée à l'objet, à la marchandise. Or, Jevons dit, pas forcément un mauvais escient d'ailleurs, il dit oui, mais en fait, la valeur, c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qui est le produit de la société. Et la valeur, en fait, est subjective, elle n'est pas forcément objective. Et notamment, il répond à Smith sur ce qu'on appelle le paradoxe de l'eau et du diamant. Alors ce paradoxe de l'eau et du diamant, il dit la chose suivante, c'est Smith qui l'avait énoncé pour expliquer pourquoi l'utilité ne pouvait pas être source de valeur. Il disait, voilà, regardez, il n'y a rien de plus utile que l'eau dans la société, on ne peut pas vivre sans eau, et pourtant elle n'a quasiment aucune valeur. Alors que le diamant est à peu près inutile, et pourtant il a une énorme valeur. Donc l'utilité ne peut pas servir de base pour déterminer la valeur des objets. Et Jevons, lui, dit, mais en fait, Smith n'a pas bien compris que l'utilité en soi est extrêmement importante, mais qu'elle dépend du nombre d'unités qu'on possède déjà. C'est-à-dire quoi? En Angleterre, de l'eau, il y en a plein. Il y en a trop même. Quand on a soif et qu'on est dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau, l'eau a énormément de valeur. Mais si on vit en Angleterre, en fait, de l'eau, on en a partout. Donc ce qui compte, en fait, ce n'est pas la valeur du bien en soi, c'est la valeur du bien par rapport aux quantités que je possède déjà. C'est ce qu'il appelle en fait le raisonnement marginaliste. Alors, le raisonnement marginaliste veut dire qu'on va raisonner à la marge. Ce qui compte, c'est pas l'eau en soi, c'est est-ce qu'on a besoin d'une unité supplémentaire d'eau. Et en réalité, on n'a besoin d'aucune unité supplémentaire d'eau en Angleterre. Donc forcément, l'eau n'a pas de valeur parce qu'on n'a pas besoin en plus. Alors que le diamant, il est très rare, il est extrêmement rare. En fait, en plus, c'est un objet qui permet de se distinguer, un objet de distinction, et donc il est extrêmement utile parce que justement il est rare. Comme personne n'en a, et si moi j'en ai un, alors je vais montrer à tout le monde à quel point je suis riche. Donc lui, le diamant, il a certes peu d'utilité en soi, et comme il est extrêmement rare et que personne n'en a, bien en fait il a une utilité importante, parce que personne quasiment n'en possède. Et donc en fait la solution de Jevons à la théorie de la valeur, c'est de dire attention, la valeur d'un bien n'est pas liée au bien lui-même, il est lié aux quantités qu'on possède déjà. Et vous voyez, ça renverse complètement la perspective de Smith. Tout à l'heure, je vous expliquais que plus on produit des trous, plus on est riche. Et en fait, ça dépend si on a besoin de trous ou pas. Si on commence à produire trop de trous, on va venir par retrouver qu'il y en a trop après. Smith parlait de la manufacture d'épingles. Il expliquait qu'en divisant le travail, on allait multiplier par, je ne sais pas combien, d'ailleurs ces chiffres sont faramineux, mettons par 1000, la quantité d'épingles qu'on va produire en une heure de travail. Oui, mais si on multiplie les épingles, est-ce qu'on est plus riche? Pas forcément, parce que l'épingle risque de perdre en valeur. Puisqu'à force de produire des épingles, l'utilité de l'épingle va diminuer. Et donc Jevons s'explique, vous voyez, ça c'est une limite à la croissance. Si on fait juste une croissance matérielle qui ne répond pas aux besoins sociaux, en fait on ne sera pas plus riches les uns les autres. Et donc, ça veut dire que l'abondance en quelque sorte détruit de la valeur. De la même façon que si on a trop d'eau, eh bien l'eau n'a plus beaucoup de valeur. Et donc, ce qui détermine la valeur, ce n'est pas les ouvriers qui produisent, c'est plutôt les consommateurs qui achètent. C'est eux qui savent ce dont ils ont besoin. Vous produisez des trous, bah, si les gens ne veulent plus de trous, au bout d'un moment, ils vont trouver ça très embêtant, vos trous que vous produisez. Vous voyez, c'est donc l'usage qu'on en a et donc le consommateur. Et donc ça veut dire qu'on va réintroduire un autre élément qui avait été un peu laissé de côté par Adam Smith, qui est la question du marché. Parce que le marché, c'est bien eux qui déterminent, c'est bien les consommateurs
qui détermine la valeur des objets. Bon, alors le problème, c'est quoi? C'est qu'on a du coup en face de nous deux théories qui sont totalement opposées. La théorie de Smith qui dit que c'est le coût de production globalement qui détermine la valeur. Plus un bien est coûteux à produire, plus il aura de valeur. Et puis la théorie de Jevons qui dit ce qui est au cœur de la valeur, c'est l'utilité, c'est-à-dire les consommateurs, la demande. Et donc on va avoir, vous comprenez bien, une synthèse qui va être faite par Marshall en 1890, qui est la théorie de l'offre et la demande. Alors la théorie de l'offre et la demande, c'est de dire, en fait, la valeur, nous dit Marshall, voilà, je vous le mets ici, la valeur naturelle de toute chose, ça c'est les mots de Marshall, un économiste britannique de 1890, la valeur naturelle de toute chose repose comme la clé de voûte d'une arche, en parfait équilibre entre les pressions rivales qui s'exercent sur ces deux faces opposées. Les forces de la demande poussent d'un côté et celles de l'offre de l'autre. Alors c'est Marshall qui va populariser, il ne va pas totalement l'inventer, mais va populariser vous voyez, ce schéma-là que tout le monde connaît, sans le comprendre d'ailleurs, je vais expliquer, des courbes d'offre et de demande. Alors, l'équilibre ici, c'est la vraie valeur. Alors donc on a deux courbes ici, la courbe d'offre et la courbe de demande. Alors la courbe d'offre, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que les quantités que vont offrir les offreurs d'une marchandise sont déterminées par les prix. Lorsque les prix sont faibles, oui, ça c'est les prix ici, sont faibles, alors les quantités offertes vont être faibles. Plus les prix vont monter, plus les quantités offertes vont augmenter elles aussi. Alors ceux qui sont un peu matheux trouveront un peu mon explication un peu bizarre, parce que normalement en maths, ça c'est la fonction et ça c'est la variable. Ici c'est l'inverse. Ça c'est les économistes, ils ont inversé les axes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça dire que les gens ne comprennent pas les graphiques d'économie, parce que les axes sont inversés. On a les prix, les prix qui est donc la variable, et les quantités qui sont la fonction. Donc les quantités sont fonction des prix. C'est toujours les individus réagissent par rapport au prix. Donc ça veut dire que ce n'est pas les prix qui sont déterminés par les quantités, dans ce raisonnement-là, c'est les quantités offertes et demandées qui sont déterminées par les prix. C'est extrêmement important. Donc la courbe d'offre a cette forme-là, parce que plus les prix augmentent, plus on va offrir de quantités de marchandises importantes. Et puis la courbe de demande, nous dit Marshall, eh bien, elle est décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'inverse. Lorsque les prix sont très élevés, les gens vont peu acheter, et progressivement, ils vont acheter de plus en plus au fur et à mesure que les prix décroissent. Alors ça, on comprend parce qu'on a vu tout à l'heure que l'utilité d'un bien est déterminée par les quantités qu'on possède déjà. Plus on possède d'un bien, moins il est utile d'en avoir un autre. Et donc, moins on est prêt à payer cher. Parce que vous comprenez bien qu'un individu qui possède aucune banane, par exemple, on prend les exemples idiots des cours, hein, si je possède aucune banane et j'ai très faim, si j'en ai une, je suis content. Voilà, et je suis prêt à la payer très cher, hein, cette banane. Et puis, au fur et à mesure que j'achète des bananes, en fait, avoir des bananes supplémentaires, ça sera de moins en moins utile, puisqu'au bout d'un moment, j'aurai plus faim pour toutes les manger, puis ensuite je vais les garder, et bien, au bout d'un moment, elles vont pourrir, et donc au bout d'un moment, j'ai plus besoin de nouvelles bananes. Alors, ce schéma-là, c'est un peu le schéma, on va dire, qu'on nous explique très souvent. Il dit finalement, on a donc deux pans du marché, hein, les offreurs d'un côté et les vendeurs de l'autre, et les forces conjointes des vendeurs et des offreurs, hein, eh bien, vont déterminer ici un prix d'équilibre du marché. Et c'est à ce prix-là qui va être la valeur des choses. Alors les offreurs, ils ont ce courbe de coût parce qu'ils ont des coûts de production eux aussi. Hein, et au fur et à mesure des coûts de production, eh bien, ils vont être confrontés à des coûts qui vont être de plus en plus élevés, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc au final, on aura ici un prix d'équilibre. Alors, la pensée de Marshall, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit d'une synthèse. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une synthèse entre deux logiques de valeurs qui sont contradictoires et conflictuelles. Et donc Marshall, il arrive et il dit, voilà, je vous trouve une théorie de la valeur qui va vous convenir à tous les deux. En réalité, cette théorie de la valeur, elle n'a rien à voir ni avec la première, ni avec la seconde. C'est pas la théorie de Smith, c'est pas la théorie de Jevons, c'est une autre théorie qui n'a rien à voir avec les autres. Mais qui pose un problème fondamental. En tout cas, une question fondamentale. C'est qu'il existe une symétrie structurelle entre l'offre et la demande. Il faut qu'il y ait cette symétrie. Alors, dans le livre, j'évoque souvent, je fais une analogie avec le jeu de tir à la corde. Vous savez, l'offreur d'un côté, le demandeur de l'autre. Chacun tire de son côté, sur une corde. Et à la fin, il y en a un qui gagne. Quand on joue au tir à la corde, il y a forcément une équipe qui finit par gagner à la fin. Et donc, va ramener l'autre dans son camp.
C'est soit dans le camp de l'équipe A, soit dans le camp de l'équipe B. Vous ne trouvez jamais un juste milieu, en fait. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si on prend cette analogie, c'est qu'en fait, on a les offreurs qui tirent d'un côté et les demandeurs qui tirent de l'autre, et on nous pose ici, comme par hypothèse, comme les courbes sont comme ça, alors on va trouver un point au milieu qui ne satisfera pas complètement les offreurs ni complètement les demandeurs. Mais ça suppose que les deux équipes qui tirent la corde soient d'égale force. Et ça, c'est impossible en fait. Ça n'arrive jamais. En réalité, dans le fonctionnement réel du marché, et Adam Smith l'a très bien écrit dans son livre, il y a souvent un côté qui gagne et l'autre qui perd. Et quand le côté gagne, eh bien, il gagne tout. Il ne donne aucune concession à l'autre. Et c'est comme ça que ça se règle, en fait. C'est-à-dire une équipe qui gagne et l'autre qui perd. L'idée sur laquelle le prix naturel des biens va concilier tout le monde, eh bien, tout ça, c'est une unité qui, en fait, est fondée sur un artefact qui est justement cette symétrie fondamentale qui est issue du schéma que je viens de vous montrer. Or, cette symétrie, elle suppose deux hypothèses. La première hypothèse, celle qu'on a vue tout à l'heure, qui est la baisse de l'utilité marginale de la demande. Alors, la baisse de l'utilité marginale, ça veut dire que plus j'ai de bananes, plus la prochaine banane à acheter sera peu utile, en quelque sorte, moins elle sera utile. Au fur et à mesure que j'accumule un bien, ce bien a de moins en moins d'utilité. C'est ce qu'on appelle la baisse de l'utilité marginale. La dernière unité consommée a de moins en moins de valeur. Les étudiants, ils ont beaucoup de mal avec ce concept. Alors j'imagine que vous aussi, donc je répète, au fur et à mesure, ça baisse. Mais alors, si on a une courbe de demande qui est fondée sur ce principe de baisse de l'utilité marginale, il faut qu'on ait une courbe d'offre qui soit fondée sur une hypothèse aussi, qui est que le coût de production de la dernière unité, le coût de production marginal, soit toujours croissant. Il faut qu'on ait une production qui a ce qu'on appelle des rendements décroissants, des rendements d'échelle décroissants. C'est-à-dire que plus on produit, plus ça coûte cher de produire une unité supplémentaire. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons qu'on ait un coût de production uniforme. C'est-à-dire, je produis, on continue les bananes, je produis une banane à 10 centimes. Voilà. J'en produis une, ça fait 10 centimes, j'en produis 10, ça fait 1 euro, j'en produis 100, ça fait 10 euros. Le coût est toujours le même, quelles que soient les quantités de bananes que je produis. Alors, si on réfléchit 2 minutes, de deux choses l'une. Soit mon prix de marché est supérieur à 10 centimes, et dans ce cas-là, je vais vendre tout ce que je peux. Soit mon prix de marché est inférieur à 10 centimes, dans ce cas-là, je vais vendre 0. Si mon coût de production est toujours le même, je ne vendrai des bananes que si le prix de marché est supérieur à mon coût de production, point barre. Il n'y a aucune raison que je limite mon offre. Donc, l'offre est soit 0, soit le maximum de ce que je peux produire par rapport aux terres que je dispose pour produire des bananes. L'idée selon laquelle on va avoir une courbe d'offre qui soit croissante, comme je le montre là, suppose quelque chose de totalement différent. Ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le prix est, par exemple, de 5 centimes, alors je vais produire, 50 kg de bananes. Quand le prix est à 10 centimes, je vais produire 100 kg de bananes, etc. D'ailleurs, je produirai de plus en plus de bananes au fur et à mesure que les prix augmentent. Et ça, cette forme de courbe d'offre suppose que mes coûts soient croissants. Si j'arrête de produire 50 kg quand les prix sont de 5 centimes, c'est parce que si je produis 1 kg supplémentaire, il va me coûter plus cher que 5 centimes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je produis les 50 premiers kilos parce qu'ils sont... Le coût unitaire du kilo de la banane est inférieur au prix de marché. Donc ça veut dire que pour avoir une courbe d'offre ainsi, j'ai besoin d'un rendement qui soit décroissant. J'ai besoin d'un coût qui augmente au fur et à mesure de la production. Imaginons, si vous êtes un peu perdu, c'est pas grave, je vais prendre un autre exemple. Imaginons que le coût soit tout à fait uniforme. Alors, si le coût est uniforme, ça veut dire que je vais soit vendre le plus possible, soit vendre 0. Et dans ce cas-là, la forme de la courbe d'offre sera ainsi. Elle sera parfaitement élastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
en fait, les quantités s'ajustent à la demande, en fait. Alors, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je vais produire tout ce que je peux. Le prix de marché est de 10 centimes, c'est bon, je produis tout ce que je peux. Et j'ai aucune raison de m'arrêter. Donc, je vais avoir une courbe d'offre qui sera parfaitement horizontale. Imaginons maintenant que la demande change. Et les courbes de demande font. Hop, je vais pouvoir adapter mon offre à la nouvelle demande. Et vous voyez, le problème, c'est quoi? C'est que sur ce courbe-là, la demande n'agit plus sur les prix de marché. Le prix de marché est toujours déterminé par le coût de production, qui est ici. C'est-à-dire le moment à partir duquel on produit. Et là, ça pose un problème. Ça veut dire que si on a des coûts constants, des coûts qui ne sont pas croissants, des rendements constants, alors la demande ne peut plus agir sur les prix. Ça veut dire que la valeur est liée au coût de production. Et ça veut dire que la valeur est donc liée au travail. Et on revient sur la théorie de Smith. La demande n'agit plus sur la valeur. Et ça pose un problème parce que du coup, l'offre et la demande, ça n'existe plus. Enfin, en tout cas, le schéma que je vous ai montré ne peut plus déterminer le prix. Et ça veut dire que la demande détermine la valeur n'est possible à concevoir sous la forme des courbes d'offre et de demande que dans le cas où il y a une symétrie entre les courbes d'offre et de demande, c'est-à-dire dans le cas où il existe une loi des rendements décroissants, une loi du coût croissant, symétrique à la loi de l'utilité marginale décroissante. Bon, je ne sais pas si je vais tous convaincus. On va y revenir. Mes étudiants, je crois qu'ils ont compris. Non, c'est normal, ils étudient. Bon. Mais non. En fait, bon, ce que je viens de vous dire, c'est assez connu des économistes, et même c'est connu depuis le départ. Alors, depuis le départ, les économistes se disent Marshall, il nous a entubés. Marshall nous dit qu'il y a une loi en fait, il a essayé de concilier deux lois, c'est ça que vous comprenez, deux théories de la valeur qui sont profondément différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il a essayé de concilier avec un joli graphique, mais ce joli graphique, il repose sur des hypothèses qui, en fait, sont des hypothèses très difficiles à trouver dans le monde réel. Parce qu'une entreprise qui produit à coût croissant, c'est une entreprise qui va vouloir produire le moins possible pour être le plus efficace possible. C'est-à-dire que les petites entreprises seraient très efficaces et les grosses pas du tout. D'ailleurs, il n'existerait pas de grosses entreprises dans ce monde-là. On serait tous en train de produire des petites quantités, parce que plus on produit des grosses quantités, moins on est efficace. Et vous savez bien que ce n'est pas le cas. Vous savez bien que c'est l'inverse, que les producteurs ils essaient de vendre le maximum, parce qu'ils sont plus efficaces. Vous voyez, Airbus, je dis ça parce que je suis à Toulouse, enfin à côté. Bon, il est content quand il produit beaucoup, quand il vend beaucoup d'avions, parce que le coût unitaire de l'avion va baisser. Tout le monde le sait, ça. Mais pourquoi alors vous inventez une théorie dans laquelle c'est l'inverse, dans laquelle le coût unitaire croît? Et là, je vous garantis qu'à la fin 19e, début 20e, les gens n'étaient pas bêtes, ils pensaient pareil. Et je vous montre ici la critique de Clapham, dont j'ai oublié le prénom, un article de 1922. Alors, écrit d'ailleurs dans un style assez pas très académique. Alors voici ce qu'il dit dans cet article. Bien. Nous bâtissons un cadre analytique dans lequel nous espérons qu'avec le temps, les faits pourront s'y intégrer. Si ceux qui connaissent les faits ne peuvent pas les y intégrer, en gros, les faits ne correspondent pas à la théorie. Ça pose un problème. Bon, ok. Si ceux qui connaissent les faits ne peuvent pas les y intégrer, bon, nous devons le regretter, c'est très regrettable, mais notre doctrine doit garder ses vertus logiques. Et nous pourrions ajouter ses vertus pédagogiques. Et puis vous savez, cela va si bien dans des graphiques et des équations. Sans compter que, dans l'histoire de la pensée économique, les analyses ont souvent anticipé les vérifications empiriques. Il faut garder notre modèle, parce qu'il est très beau et très pédagogique, les étudiants adorent les courbes d'offre et de demande. Et puis on sait que parfois, la théorie précède le fondement empirique, c'est-à-dire les faits, quoi. Bon, voilà ce qu'il dit à la fin. Je pense, dit Clapham, que beaucoup de mal est venu d'avoir omis d'expliquer clairement que la loi des rendements n'a jamais été rattachée à des marchandises spécifiques, que les boîtes sont en fait vides, que nous ne savons pas, par exemple, à ce jour, sous quelles conditions de rendement le charbon ou les bottes sont produites. À moins que nous n'ayons une bonne chance dans un avenir proche de remplir suffisamment ces boîtes, je tiens à affirmer le grave danger d'une science essentiellement tournée vers la pratique telle que l'économie, qui élaborerait des conclusions hypothétiques concernant, par exemple, le bien-être humain et les impôts, à partir de marchés dont les caractéristiques ne peuvent pas être précisées.
Vous êtes en train de construire des modèles totalement abstraits qui ne renvoient à aucune réalité. Les boîtes sont vides. C'est le titre de l'article. En anglais, c'est About Empty Boxes. Les boîtes sont vides. Ces modèles, ils sont très jolis, très pédagogiques, ils sont super, les étudiants adorent ça. Ok, mais ça ne représente pas la réalité. Et c'est un problème, parce que l'économie, c'est une science qui est tournée vers la pratique, c'est une science qui va conseiller les gouvernements, qui va agir sur la fiscalité, par exemple, et puis sur plein d'autres choses. Et si cette théorie n'est pas fondée, empiriquement, on court à la catastrophe. Que croyez-vous qu'il arrivera? Les économistes sont allés demander aux industriels comment ils produisent. Est-ce que les rendements sont décroissants comme le dit la théorie ou croissants comme le disent nos détracteurs? Vous savez très bien ce qu'ils ont répondu, les industriels, je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Ils ont dit les rendements sont croissants, bien sûr. On a des rendements d'échelle positifs. Plus on vend, plus on fait de profit. Plus le coût unitaire diminue. Ça, on a fait des études dans les années 50. On a demandé, on a présenté aux industriels des courbes de coûts. On dit laquelle se rapproche le plus de votre courbe de coûts. Quasiment tous ont expliqué que c'est les courbes de coûts à rendement croissant qui étaient les plus proches. Est-ce qu'on a revu nos modèles? Non. Pourquoi? Parce que c'est très embêtant. Parce que si c'est faux, alors ça veut dire que la valeur, elle vient du travail, Smith avait raison, et dans ce cas-là, on se retrouve avec le marché qui n'a plus d'influence sur la valeur. La demande n'a plus d'influence sur la valeur, le consommateur n'a plus d'influence, c'est l'ouvrier qui a l'influence. Ah mais attention, l'ouvrier dans les années 50, attention, c'est le communisme. Bien. Aujourd'hui, on a élaboré une nouvelle orthodoxie économique qui met le marché au centre de son analyse. Centre de son analyse parce que le marché est au cœur de la théorie de la valeur. Je viens de l'expliquer. Mais aussi parce que le marché est justifié dans la pensée économique, parce que c'est un outil d'allocation de ressources rares. C'est-à-dire, si on considère la pénurie, au lieu de considérer l'abondance, vous voyez, Smith considérait l'abondance. C'est dans la définition de Smith, je vais vous la remontrer, si vous ne croyez pas, il parle d'abondance. Eh bien, l'abondance, ça veut dire qu'il faut... on a derrière cette logique d'abondance une logique d'entreprise, une logique de production, une logique d'accumulation de capital, etc., une logique de croissance. Et ça, on a vu que ces problématiques, ça pose des problèmes politiques d'assumer la croissance. Donc il faut au contraire qu'on passe à une théorie de l'économie qui va dire le problème c'est la rareté. Et donc il faut allouer la rareté. Et dans ce cas-là, si on a comme idée que le mécanisme de l'économie c'est d'allouer la rareté, alors le marché est un bon système d'allocation de la rareté. On parle d'allocation, on ne parle pas de croissance, d'augmentation des richesses. Et donc on passe à une nouvelle définition de l'économie, que je voudrais mettre en parallèle avec celle de Adam Smith, qui disait que l'économie politique, là on va parler de science économique. L'économie politique, je vous rappelle ce que disait Smith, c'est rendre les individus et le souverain plus riches pour à la fois permettre les services publics et permettre l'abondance pour la plupart des gens. Donald Robbins, en 1932, donne la formule suivante qui est aujourd'hui reprise dans tous les manuels. Vous pouvez prendre n'importe quel manuel d'économie, tous s'inspirent, quand ils définissent l'économie, de cette définition-là. L'économie est la science qui étudie le comportement humain en tant que relation entre des fins et des moyens rares, susceptibles d'être utilisés différemment. L'économie, c'est la science de la gestion de la rareté. On peut le dire autrement. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est beaucoup plus agréable à entendre pour les souverains et les dirigeants, parce que finalement, on peut toujours justifier le fait qu'il faut serrer la ceinture dans ce cas-là. S'il y a des pauvres, c'est qu'ils ne traversent pas assez la rue. Ils n'ont pas assez travaillé pour se payer des costards, je ne sais pas. Ils sont, en gros, tout le monde ne peut pas avoir un costard, tout le monde ne peut pas avoir... Voilà, il faut mériter les choses, vous voyez, comprenez bien ça. Alors le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que cette philosophie-là de l'organisation économique est une philosophie qui crée un certain nombre de problèmes politiques, et même plus largement des problèmes sociaux et environnementaux. Pour organiser l'ensemble de l'économie autour du principe de marché, alors il faut que tout soit marché. Il faut que tout soit régulé sous la forme des marchés. Et là, nous dit Karl Polanyi en 1944, un auteur qui est à la fois un économiste, un anthropologue et un historien, il montre le souci de ce système. Le souci, c'est que pour organiser l'ensemble de l'économie autour du marché, il faut que la production soit aussi organisée autour du principe du marché.
Et donc ça veut dire qu'il faut que les moyens de production soient eux aussi des marchandises. Or, les moyens de production, c'est quoi? C'est le travail, la terre et l'argent. Le capital, l'argent, la terre, la nature, le travail. Or, le travail, la terre et l'argent, je ne vous lis pas la citation, je vous la résume, ne sont pas des marchandises. Pourquoi? Parce que ce sont, pour le travail, c'est les êtres humains. C'est une fonction sociale, le travail. Ce n'est pas une marchandise. La marchandise, c'est un objet qu'on crée dans l'espoir de la vendre, enfin dans le but de la vendre. Le travail, c'est pas ça. L'argent, c'est la même chose. L'argent, c'est pas une marchandise. Et la terre, ce n'est pas une marchandise. La terre, c'est l'ensemble des ressources naturelles. Or, pour organiser l'ensemble de l'économie autour du marché, il faut que la production soit elle-même organisée autour du marché, et donc il faut qu'elle s'appuie sur des facteurs de production qui eux-mêmes soient organisés autour du marché. Et donc il faut créer des marchandises travail, des marchandises terre et des marchandises argent. Or ça, c'est, nous dit Polanyi, c'est carrément faux. C'est néanmoins à l'aide de cette fiction que s'organisent dans la réalité les marchés du travail, de la terre et de la monnaie. Ceux-ci sont réellement achetés et vendus sur le marché. On crée, nous dit Polanyi, un marché du travail, qui est une absurdité. On le crée parce qu'on a besoin de ça pour organiser l'ensemble de la société autour du marché. Ce marché du travail, d'ailleurs, n'a pas été créé, il a été créé dans la douleur. Pour créer un marché du travail, nous dit Polanyi, il a fallu détruire toutes les institutions sociales qui ont encadré le travail auparavant. Il a fallu privatiser les terres pour faire en sorte que les petits paysans, avec la fin de disparition des terrains communaux, se retrouvent en incapacité de pouvoir subvenir eux-mêmes à leurs besoins et aillent dans les villes trouver du travail. Il a fallu supprimer toute l'aide sociale telle qu'elle était organisée autour de ce qu'on appelle la loi sur les pauvres anglaise, qui permettait aux gens de pouvoir survivre même s'ils n'avaient pas de travail. Il a fallu en fait forcer les travailleurs à accepter l'institution de l'usine, qui était une institution totalement horrible, en les privant de tout moyen autre de survivre par eux-mêmes. Donc il a fallu démanteler, nous dit Polanyi, les institutions sociales pour créer un marché du travail. Et un marché du travail qui fonctionne, c'est un marché du travail qui a du chômage. Parce que là aussi, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'un bon système de marché nécessite des stocks. Et le chômage n'est rien d'autre qu'un stock. C'est utile. C'est bien parce qu'il y a du chômage qu'il y a un marché fonctionnel. En réalité, un marché qui n'aurait pas de chômage, c'est un marché qui est très dysfonctionnel. Voilà. Tout système marchand a besoin d'un ensemble de stocks. Bref, on gère le travail comme on gère une marchandise. Création du marché du travail, c'est l'idée que les prix doivent être entièrement organisés autour de les lois de l'offre et la demande, et y compris le salaire qui est le prix du travail. Principe de Ricardo, 1817. Voilà donc les lois qui règlent les salaires et qui régissent le bonheur de l'immense majorité de toute société. Ainsi que tout autre contrat, les salaires doivent être livrés à la concurrence franche et libre du marché et n'être jamais entravés par l'intervention des gouverneurs. La transformation des Poor Laws, des lois sur les pauvres, date de 1834. Auparavant, les indigents, donc les personnes qui n'avaient pas les moyens de vivre, eh bien, ils étaient accueillis par les paroisses et on apportait une aide à domicile, c'est-à-dire on allait là où les gens vivaient, puis on apportait de la nourriture, etc. À partir de 1834, et sous l'influence de Ricardo et de Malthus, on va supprimer ces lois et les changer en un système où il faudra que les pauvres, s'ils veulent continuer de toucher l'assistance publique, aillent dans des maisons, ce qu'on appelle des workhouses, des maisons de travail. Et là, ils sont surveillés par les contremaîtres et ils doivent travailler dans des conditions dont on veut par principe qu'elles soient pires que le travail en usine. Et le travail en usine en 1834, c'est horrible. Donc il faut faire des conditions encore pires dans les workhouses, de manière à ce que les gens qui sont assistés par l'assistance publique se trouvent dans une situation où ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. En rendant l'assistanat, entre guillemets, aussi dur, eh bien, on crée ce marché du travail. On fait en sorte que les gens se disent, ben voilà, je préfère être ouvrier plutôt que d'être enfermé dans les workhouses.
Dans ces work-life, ils sont aussi détachés de leur communauté, etc. Parce que l'idée de ne plus faire d'assistance à domicile, c'est aussi de détacher les gens de leurs liens sociaux. Donc de casser ces liens sociaux qui leur permettaient aussi une assistance. Bref, tout ce système néolibéral est construit, nous dit Polanyi, au XIXe siècle. Il s'agit donc d'organiser l'ensemble de la société autour de principes de marché. Les marchés comme aboutissement, c'est-à-dire logique, c'est-à-dire que les marchés sont les produits de l'industrie et de la production en général, mais le marché, c'est aussi ce qui permet à la production de s'organiser. Donc il faut organiser l'ensemble de la société autour de ces marchés. Or, pour cela, eh bien, je viens de le dire, il faut détruire méticuleusement toutes les institutions sociales traditionnelles. Et c'est ça que fait le XIXe siècle, en fait, entre 1800 en Angleterre et la fin du XIXe siècle, on va avoir progressivement détruit toutes les institutions, notamment toutes celles qui protégeaient les travailleurs, et enfin les indigents, et qui permettaient qu'ils n'aillent pas, justement, qu'ils soient obligés d'aller travailler à l'usine. Le problème, c'est que ce système-là, où tout est marché, est un système qui est extrêmement violent. Et comme il est extrêmement violent, eh bien, la société va réagir. Il va demander une protection, va se révolter. Et on va voir toutes ces grèves ouvrières qui vont émailler le XIXe siècle, qui sont en fait l'illustration de ces révoltes. Ces révoltes vont être de plus en plus fortes et vont faire peur aux gouvernants. Et pour répondre à ça, eh qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un nouveau système d'assistance sociale. Ils vont encadrer, permettre le droit de grève, ils vont lâcher du lest progressivement au cours du XIXe siècle. Or, cette manière qu'a le XIXe siècle, d'abord de détruire les institutions sociales et puis ensuite d'en recréer, eh bien, c'est un système qui finalement va contrarier de plus en plus le fonctionnement optimal du système de marché. Polanyi dit, à la fin du XIXe siècle, on a reconstruit d'autres institutions sociales pour rendre le système de marché vivable. On a permis le droit de grève, on a permis les syndicats. Mais tout ça, c'est des atteintes au marché, en fait. On a permis, progressivement, on a réduit le temps de travail aussi, en organisant progressivement au début du XXe siècle en France, la journée de 8 heures, etc. Et puis ensuite, on aura les congés payés, etc. Bon, le problème, c'est que tout ça empêche, modifie, transforme et altère le fonctionnement du marché. Et donc tout cela, en fait, en évitant une crise, produit une autre crise. Je lis donc le début du livre de Karl Polanyi. Notre thèse est que l'idée d'un marché s'ajustant de lui-même était purement utopique. Une telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l'homme et sans transformer son milieu en désert. Inévitablement, la société prit des mesures pour se protéger. L'organisation du droit de grève, des syndicats, etc. Mais toutes ces mesures, quelles qu'elles fussent, compromirent l'autorégulation du marché, désorganisèrent la vie industrielle et exposèrent ainsi la société à d'autres dangers. Ce fut ce dilemme qui força le système du marché à emprunter dans son développement un sillon déterminé et finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui. Je vous ai parlé essentiellement du travail, mais on pourrait parler aussi d'une autre institution extrêmement importante dans des marchés autorégulateurs, qui est l'étalon-or. L'étalon-or, c'est l'idée d'avoir un marché de l'argent qui soit régulé sans intervention politique. Bon, c'est la même chose, c'est-à-dire que ces étalons-or est fini par disparaître et par dysfonctionner de plus en plus. En gros, toute l'utopie, et c'est ça qui est intéressant ici, il s'agit d'une utopie. L'utopie, quand on allait organiser l'ensemble de la société et de la production autour de principes du marché, en fait, elle se heurte à quoi? À la réalité. Et la réalité, le réel, c'est quoi? C'est justement ces gens qui ne peuvent pas être corvéables à merci, ce marché du travail qui est une fiction absolue et qui en fait détruit les capacités même du travail, parce que si on va au bout de la logique du marché du travail, il n'y a plus que des individus. Donc l'idée qu'on va s'organiser ensemble et collaborer dans une entreprise, tout ça ne peut plus fonctionner. En fait, en individualisant, en supprimant les syndicats, en supprimant toute structure sociale, on supprime tout ce qui est au cœur, que l'avait dit Alan Smith, de l'organisation collective du travail. Et donc tout ça ne peut pas fonctionner. Donc comme ça ne peut pas fonctionner, ça dysfonctionne. Et comme ça dysfonctionne, ça crée, nous dit Polanyi, de nouveaux dangers. Des dilemmes qui forçaient le système à emprunter dans son développement un sillon déterminé et finit par briser l'organisation sociale qui se fondait sur lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
Karl Polanyi, il publie son livre La Grande Transformation en 1944. 1944, du point de vue des gens qui vivent dans les années 40, au début des années 40, on a un monde qui s'est totalement effondré. On est en pleine guerre mondiale, on a vécu une autre guerre mondiale auparavant, on a eu une grave crise dans les années 30, tout dysfonctionne. C'est le chaos absolu. La question que pose Karl Polanyi, c'est comment on en est arrivé là. Regardez le monde de la fin du XIXe siècle, qui est un monde de paix globalement. Il y a très peu de guerres au XIXe siècle. Après les guerres napoléoniennes, je veux dire, on vit dans une forme, on parle des 100 ans de paix. Et puis tout d'un coup, une guerre mondiale, une crise économique majeure, des révolutions en Russie, le nazisme, une seconde guerre mondiale. Tout s'effondre. Le monde du XIXe siècle, fondé sur l'utopie des marchés autorégulateurs, s'effondre de tous côtés, par l'économie, par la politique, etc. Bon, dans les années 30, nous sommes dans une période, dit Polanyi, où en fait le choix c'est entre totalitarisme et New Deal. Globalement, les marchés autorégulateurs ne fonctionnent plus. Donc il faut réguler les marchés. Il faut reprendre la main, il faut que le politique reprenne la main sur le marché. Et pour ça, il y a deux façons de le faire. Soit on le fait en sauvant le capitalisme, mais en supprimant la démocratie. C'est le fascisme. Soit on le fait en sauvant la démocratie, mais en altérant profondément le fonctionnement du marché. C'est le New Deal. Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, plus aucun pays, plus aucun système économique ne sera fondé sur le marché autorégulateur. C'est une utopie qui disparaît. Et donc, Karl Polanyi, il écrit en 1944, et puis il va ensuite continuer de vivre, il va ensuite contempler un nouveau monde, un monde post-néolibéral, si je puis dire. Le monde des années 50, 60, le monde des 30 glorieuses. Un monde qui était caractérisé par l'intervention continuelle du politique sur l'économie, par des marchés entièrement régulés, et des marchés entièrement régulés à l'échelle nationale, avec des barrières douanières importantes, avec une régulation, une interdiction, un contrôle d'échange important. C'est le système de Bretton Woods, etc. etc. Ce système, il va durer 30 ans, et puis il va à nouveau être transformé, et à nouveau, aujourd'hui, eh bien, on a un système qui reconstruit progressivement l'utopie qui était abandonnée depuis le XIXe siècle, l'utopie d'un système de marché autorégulateur. Alors j'ai beaucoup parlé, et je pense que vous avez sans doute besoin de... Mais je pourrais en reparler si vous voulez. Je voulais terminer par un exemple, qui est un peu long, c'est pour ça que je ne veux pas me... c'est la manière dont l'agriculture a été régulée dans les années 50 et 60, avec la mise en place de la PAC, et comment est-ce que ça a fonctionné pendant un certain nombre d'années, et comment est-ce qu'à partir des années 90, eh bien, on a complètement dérégulé l'agriculture et réorganisé l'agriculture autour du principe des marchés autorégulateurs via l'organisation agricole actuelle, qui est une organisation fondée sur des prix de marché mondiaux. On avait des prix dans les années 50, 60, c'était la PAC. Alors je parle des années 50 parce que la PAC c'est d'abord une politique française. Donc des prix administrés dans l'agriculture. Et l'agriculture s'est totalement transformée, s'est modernisée sous le parapluie, sous la protection des prix administrés. Et puis ensuite, dans les années 90, notamment après 94, après les accords de Marrakech, eh bien on a totalement revenu en arrière cette politique. Et on a à nouveau repris, réorganisé l'agriculture autour de marchés dérégulés. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est un désastre pour les agriculteurs. Ce système ne fonctionne absolument pas. C'est cette utopie, toujours qu'il faut que les prix soient déterminés par le marché qui en fait est à l'œuvre ici. Et donc on essaie de faire fonctionner un truc qui en fait ne peut pas fonctionner. Voilà, j'en parlerai après si vous voulez. Je voulais juste je voulais terminer cette conférence sur cette note en vous laissant la parole pour des questions si vous voulez. Moi, je vais commencer par la première question. On a déjà eu la conversation en aparté, donc on va la voir maintenant devant la salle. On sait que le marché, il y a des défaillances de marché notables, etc. On a énormément de travaux aujourd'hui qui montrent ces défaillances de marché et ces dysfonctionnements que tu viens de présenter sommairement. On sait que le marché a besoin de régulation et d'intervention de l'État forte.
Or, aujourd'hui, on a deux institutions importantes dans nos vies, à savoir la présidence française et son gouvernement, et l'Union européenne, qui persistent dans cette voie de la dérégulation, alors qu'on connaît la conclusion logique et la montée des populismes et des risques de conflits majeurs liés justement au fait qu'il y ait des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, la croissance est captée par les plus riches. Pourquoi la raison ne l'emporte pas, puisqu'on a déjà des travaux qui nous permettraient d'éviter le pire? On peut gagner une étape finalement. Oui, en fait je vais peut-être aborder les choses différemment, parce que du coup la réponse est évidente. Pourquoi? Je ne sais pas en fait. En fait, le parallèle avec les années 30, il est assez intéressant en fait. Même si, bien sûr, il faut aussi en prendre, en voir les limites. Je vous ai parlé tout à l'heure du choix entre New Deal. Alors ça, c'est un peu ce que pensait Polanyi. C'est le choix entre New Deal et totalitarisme, en fait. L'idée, c'est que aujourd'hui aussi, on a des formes, des mouvements populistes qui s'élèvent et qui, en fait, quand on réfléchit, quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière ces mouvements populistes, c'est un peu le travail que je fais en ce moment, mais en fait, il y a une forme de contestation du marché. Pourquoi? Parce que le marché, c'est un système qui est extrêmement violent. Pourquoi c'est violent? Parce qu'il dit aux gens, le marché sert à déterminer des prix. Voilà. Globalement, les prix sont justes parce que c'est des prix de marché. Or, le prix, ce n'est pas qu'un prix. Le prix, ce n'est pas un coût. Le prix, c'est aussi un revenu. Tous nos revenus dépendent des prix. Pensez aux chauffeurs Uber ou aux gens qui sont sur des systèmes où finalement, on va faire en sorte d'organiser une forme de concurrence entre tous, où finalement c'est toujours le moins-disant qui gagne. C'est un truc qui en fait paraît extrêmement violent. Pensez aux agriculteurs qui, une année, peuvent vendre leur lait à des tarifs corrects, et puis l'année suivante, tiens, les cours mondiaux, il y a une grosse production de beurre, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, et donc tout d'un coup, vos cours du beurre s'effondrent. C'est absolument pas de votre faute, c'est totalement injuste comme système. Et en fait, plus on organise l'ensemble de l'économie autour du principe du marché, plus les gens ont l'impression que finalement, il y a une forme d'injustice qui leur est imposée. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent des régulations. Ils demandent des formes de protection. Ils demandent à ce que les ouvriers de Lorraine ne soient pas mis en concurrence directe, frontale avec l'ouvrier chinois. Parce que là aussi, c'est pas du jeu, quoi. Parce que nous, on ne travaille pas moins bien que les Chinois. Eux, ils sont payés 4 fois moins. Donc même si on travaille mieux, ça ne suffira jamais pour compenser le salaire. Et donc ce mécanisme concurrentiel, il est à la fois, et je reviens sur ce que tu dis, en fait il est à la fois considéré par un certain nombre d'économistes et par un certain nombre de responsables politiques comme étant fondamental, parce qu'en fait ces gens vont dire, mais ça c'est ça le vrai prix, quoi. C'est pas de ma faute, c'est le marché. Et donc on part du principe que le prix de marché est par construction un prix efficace et un prix juste. Et donc, vous qui venez d'intervenir pour me dire réguler les prix, eh bien vous allez faire fausser la réalité des choses et vous allez m'obliger à intervenir. Et donc l'intervention de l'État, elle est politique, elle est injuste, elle est discrétionnaire, si je puis dire. Vous voyez, donc on part du principe que le marché est le vrai prix et que l'intervention du politique, c'est nuisible en fait, parce que on va être victime de la tentation protectionniste ou des lobbies de certains, des lobbies des agriculteurs qui vont demander à ce qu'on les protège, mais au nom de quoi on les protégerait, au nom de quoi on protégerait nos ouvriers? Parce qu'en fait, on n'a plus de vision globale de ce que c'est que la société. Je veux dire, on finit par marcher sur la tête en disant que finalement, les prix de marché mondiaux sont plus légitimes que le pouvoir politique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des responsables politiques qui n'ont pas conscience de ce que c'est que la politique pour moi. Au fond, c'est ça le problème de Macron, de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas un pouvoir politique fort, en fait, c'est un ensemble de traités qui est fondé sur l'idée justement de l'organisation du marché unique et d'un système de régulation fondé sur la concurrence. Donc ça, à la limite, ils font ce qu'ils ont été conçus pour faire, mais là où ça pose problème, c'est quand on élit des gens, donc démocratiquement, qui, dès le départ, donc ils sont élus, disent de toute façon, moi je ne peux rien faire, mon objectif c'est de libérer la croissance. Il était rapporteur de la commission Attali pour libération de la croissance Emmanuel Macron. Il s'est construit politiquement sur ces trucs-là. Et il dit donc, je vais laisser les marchés, et ensuite, c'est le plus fort qui gagne. C'est l'idée de la Startup Nation, quand on est tous en concurrence, sur la ligne de départ, et puis hop, ensuite il y a les gagnants et les perdants qui sont décidés par une autorité neutre et efficace qui est le marché.
problème, c'est que faire rentrer la société dans ce moule-là, en fait, c'est quasiment impossible. Et c'est tout le problème. Et d'où les gilets jaunes, d'où les révoltes des gens, quoi. Donc pour répondre à la question, c'est idéologique. Non, mais je prends en fond, je crois qu'ils sont pénétrés de cette graphique-là. Ça, c'est le prix juste. Voilà, le marché détermine le prix juste, le juste équilibre. Et donc, au-delà de ça, eh bien, c'est injuste, quoi. Oui, bonsoir. J'ai 2-3 petites questions à poser. La première, c'est sous forme d'une, si je peux me permettre, sous forme d'une observation sur l'exposé. J'ai pas entendu que vous avez, même j'ai constaté que vous avez écarté un des grands théoriciens en matière d'économie, Marx par exemple. Vous l'avez évité, d'une manière très intelligente d'ailleurs. J'en parle de Marx dans mon livre en fait. Dans l'exposé, je parle. Oui, vous êtes tout à fait raison. Votre livre, excusez-moi. Oui, vous êtes tout à fait raison. Est-ce que c'est un avis, j'allais dire, personnel, ou c'est un avis académique, ou sélectif, etc. Ça, c'est juste ma première question. L'autre question concernant l'évolution de l'État. Vous avez parlé de l'État-providence et du libéralisme vers le néolibéralisme. J'aimerais bien faire constater quand même qu'on a évolué d'un État gendarme qui s'occupe de ses premières prérogatives d'ordre public avant qu'il se transforme en un État-providence et un État interventionniste. Et cet État interventionniste, il n'est pas lié à la naissance du système capitaliste. Le système capitaliste, dans son début, c'était un État qui s'occupe que de l'ordre public, donc la liberté, l'épanouissement individuel, etc. Sauf que cet épanouissement n'est pas le même pour tout le monde. La DDHC, dans son article 17, il parle d'un droit, c'est la propriété privée. Et je pensais Rousseau qui parle des poussières d'homme. Donc cet épanouissement, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une catégorie de personnes dont leur rang social leur permettent d'être à la hauteur en haut de la société. Maintenant, l'autre volet de la question, je vais essayer de l'éclairer quand même, c'est de l'État interventionniste où l'État-providence, on passe à un État régulateur. J'aimerais bien, si vous pouvez m'éclairer sur ce mythe sur lequel il s'appuie, c'est celui de la nouvelle gestion publique. En quoi il est nouvelle? Puisqu'il s'appuie sur des principes que le monde anglo-saxon a déjà mis en pratique, à savoir la rentabilité, l'efficacité de toute intervention publique de l'État, cette théorie de la nouvelle gestion publique assimile toute personne de droit privé, plutôt assimile toute personne de droit public aux personnes de droit privé. C'est-à-dire tout le monde doit se comporter comme une entreprise privée. L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc. D'où les notions même du service public qui a changé. Et donc, la question, comment, dans ce cas-là, avec un État qui a perdu une même de ses prérogatives principales, c'est frapper monnaie, parce qu'on n'a plus les souverainetés monétaires, donc financières de l'État, comment nous expliquer un peu ce mythe-là qui est présenté académiquement et dans la doctrine comme étant une nouvelle théorie, alors que c'est une théorie qui a fait son échec dans le monde anglo-saxon. Okay. Alors, je vais être court. Tout d'abord sur Marx, vous avez tout à fait raison, je l'ai zappé, si je puis dire. J'ai passé de Smith, Ricardo, Malthus à Jevons. Alors, pourquoi j'ai fait ça? D'abord parce que je ne néglige pas Marx personnellement, mais mon objectif c'était de montrer l'évolution de l'économie mainstream, c'est-à-dire les auteurs qui étaient dominants, voilà, comment ils ont évolué.
Et Marx n'a jamais été un auteur dominant dans la pensée économique, même si voilà, il a eu une influence extrêmement forte. L'autre raison pour laquelle je ne vais pas parler, c'est parce qu'en fait, j'en suis arrivé à la conclusion personnelle, c'est un débat, c'est pour ça que ce n'est pas seulement tranché, que la révolution néoclassique de Jevons, Marshall, etc., n'a rien à voir avec Marx. Alors, concrètement, c'est une révolution autonome. Il se trouve qu'en même temps, elle répond très bien aux critiques de Marx et qu'elle permette de reléguer le marxisme. Mais à mon avis, ce n'est pas l'objectif premier de cette révolution. Donc, du coup, ce n'était pas nécessaire pour mon propos de parler de Marx, mais j'en parle dans le livre parce que je pense que c'est l'aboutissement, en fait. Pour moi, le marxisme, c'est l'aboutissement de l'idéologie smithienne. Moi, finalement, j'ai tendance à lier la définition de l'économie politique de Smith avec finalement ce que veut faire Marx. Voilà, je pense qu'il y a une continuum entre guillemets entre l'intérêt que porte Adam Smith pour la classe populaire et aussi l'intérêt qu'a porté Marx pour les ouvriers, et notamment la manière dont il démonte complètement la théorie de la valeur travail de Smith en montrant que si la richesse vient du travail, pourquoi les ouvriers sont pauvres, pourquoi c'est pas eux qui gagnent. Donc il y a bien un phénomène d'exploitation derrière ça. Voilà, mais ce n'était pas essentiel pour mon propos, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé, pour simplifier, parce que sinon je parle trop de choses. Alors, sur la deuxième partie de la question, alors je ne sais pas si j'ai tout compris dans votre raisonnement, mais en fait, oui, l'État gendarme existait avant le capitalisme, et par ailleurs, nous ne sommes plus aujourd'hui dans un véritable système d'État gendarme. Et là, je suis allé un peu vite, en besogne. L'État d'aujourd'hui et l'État du XIXe siècle n'ont absolument rien à voir. À la fois, l'idéologie derrière est la même, je pense, c'est-à-dire organiser l'ensemble de la société autour d'un principe de marché, sauf qu'aujourd'hui, on a des États qui sont extrêmement importants sur le plan économique, qui ont un véritable pouvoir, et pas que, ce n'est pas des États gendarmes, hein, je veux dire, aujourd'hui, voilà, on a des services publics, on a, même aux États-Unis, je veux dire, le poids de l'État est extrêmement important aujourd'hui, beaucoup plus qu'il l'était au XIXe siècle dans n'importe quel pays. Donc on ne peut pas comparer. Par contre, ce qui importe, c'est pas combien pèse l'État dans le PIB. On nous dit, en France, on a 56%, 57% de dépenses publiques, les dépenses publiques représentent 57% du PIB, sous-entendu, regardez, quasiment un pays communiste. Bon, d'abord, c'est faux, parce que la comparaison ne tient pas. Concrètement, l'État, la production de fonctionnaires, l'État pèse à peu près un quart de l'activité économique, il ne pèse pas plus de la moitié, puisque l'essentiel des dépenses publiques sont en fait des dépenses qui sont reversées au secteur privé immédiatement, sous forme de retraite, les gens rachètent, etc. Mais c'est quand même important, voilà, 25%, enfin un quart, on va dire, en gros, un salarié sur 4, il travaille pour l'État, quoi. Mais par contre, ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce que vous allez dire, c'est sur la nouvelle gestion de l'État. C'est-à-dire que concrètement, on fait en sorte, malgré le fait qu'on ait beaucoup de services publics organisés par les fonctionnaires, on fait en sorte d'introduire le marché dans la gestion de l'État. C'est-à-dire l'État néolibéral, c'est pas un État uniquement un État gendarme en fait. C'est aussi un État qui va organiser l'ensemble des sociétés autour du principe du marché, mais pour ça il va y avoir une intervention publique pour le faire. Et deuxièmement, qui va lui-même s'auto-organiser avec le principe de la concurrence et du marché. C'est ainsi qu'on va mettre en concurrence les universités, les écoles, les hôpitaux, etc. Et par ailleurs, on va, et c'est la nouveauté par rapport au XIXe siècle, on va aussi organiser la concurrence. Ce qui, d'un point de vue philosophique, est un peu contradictoire. Le marché sont libres, oui, mais pour qu'ils soient vraiment libres, il faut qu'il y ait des autorités de la concurrence, qui sont des administrations, qui les organisent. Donc ça veut dire qu'il faut une intervention publique pour faire en sorte que le marché fonctionne. Donc en fait, par rapport au XIXe siècle, on est passé d'un système où on pensait naïvement que les marchés autorégulateurs allaient s'autoréguler spontanément, à un système aujourd'hui où on a conscience que les marchés autorégulateurs ne fonctionnent pas, donc on va faire en sorte qu'ils fonctionnent en organisant les marchés d'un point de vue administratif. Ce qui est absurde, mais ce qui est surtout extrêmement dangereux. Parce qu'on va à la fois vous dire que l'État est trop puissant, et en même temps on va organiser l'État, on va créer un État néolibéral extrêmement puissant qui va entièrement organiser la société autour de ce principe-là. Alors on pourrait penser, même aller plus loin, parce que j'en parle aussi un peu dans le livre, mais la manière dont, parce qu'on parle d'un nouveau management public, New Public Management, comme vous avez parlé, c'est-à-dire comment est-ce que l'État lui-même crée du marché, crée de la concurrence en son sein, mais aussi au sein des entreprises. La gestion d'une entreprise aujourd'hui, la gestion d'une entreprise il y a 30 ou 40 ans, c'est pas la même.
On avait les directeurs du personnel, on a maintenant des ressources humaines. Vous voyez comment le changement de vocabulaire traduit un changement de conception. C'est-à-dire, avant on avait des travailleurs, maintenant on a des ressources. Et l'ensemble de l'organisation, là je vous renvoie aux travaux de Philippe Askenazi ou d'autres économistes qui ont vraiment réfléchi sur la manière dont le travail avait lui-même changé. On ne travaille plus du tout pareil maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. On ne conçoit plus le travail de la même façon. On croit ça. En fait, on supprime le collectif, y compris dans les entreprises, on crée des marchés, quoi. Aujourd'hui, à l'université, quand je veux faire des services de reprographie, eh bien, on demande le service de reprographie de l'université, fait payer à la fac le coût de la reprographie. C'est-à-dire qu'il y a un système, alors c'est pas un système de marché, parce que c'est pas vraiment de concurrence, mais pour essayer d'organiser, de manager, si je puis dire, correctement, de gérer les coûts correctement dans l'université, chaque service va faire payer à l'autre ce qu'il produit pour lui. Voilà, donc on transforme complètement l'idée du collectif en une idée de services rivaux qui vont essayer de se faire payer les uns les autres en fonction des rapports de force internes, par exemple. Bien. Vous avez répondu à l'absence de Marx, que j'avais remarqué aussi. Je voudrais vous parler peut-être d'un aspect plus philosophique. Est-ce que ce qui empêche de tourner en rond, que ce soit le marché, l'équilibre de l'offre, de la demande, est-ce que ce n'est pas l'aspect moral sur le paramètre humain? Si on pouvait accepter l'idée de supprimer le stock de ressources humaines, l'équilibre du marché se ferait peut-être plus facilement. Alors, vous voulez dire que la morale est une limite au marché autorégulateur? Voilà. Oui, heureusement. Non, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est un peu ce qu'on dit. Enfin, si les populismes émergent, c'est justement parce qu'il y a une réponse de la société à un système économique qui tend à renvoyer tout le monde vers son côté marchandise, quoi. Et c'est insupportable. Les gens ne supportent pas ça. Voilà, de la même façon qu'on a des maladies professionnelles, des maladies de travail, des suicides, etc. Parce que les gens ne supportent plus la manière dont sont traités dans les entreprises et même dans les administrations, parce qu'il n'y a pas que les entreprises. Et la pression continuelle. Puis en plus, c'est des systèmes où on finit toujours par... quand il y a des suicides dans les entreprises, pendant très longtemps, on dit on va envoyer des psychologues, on va améliorer le bien-être au travail, mais individuellement. Sans penser que le problème du suicide au travail n'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif. C'est l'idée que les individus sont totalement isolés dans leur entreprise au lieu d'avoir le sentiment de travailler les uns avec les autres, quoi. Et ça, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on a une morale, comme vous dites, parce qu'il existe des institutions sociales, parce qu'on crée des liens sociaux avec les uns et les autres, parce qu'on peut mettre les uns et les autres en concurrence sur le papier, mais s'ils sont sans cesse à travailler côte à côte et à discuter entre eux et à prendre le café ensemble, la machine à café, à manger ensemble, ils ne vont pas se faire la guerre, ils ne vont pas être concurrents. Donc ça ne marche pas parce que la société humaine et les rapports sociaux ne sont pas réductibles aux rapports marchands, quoi. Je suis assez optimiste, hein. Je ne pense pas qu'on va transformer l'homme en homo economicus. Hein. Ça, c'est pas possible, quoi. On ne va pas supprimer la famille, les liens sociaux, l'affect qu'on peut avoir les uns avec les autres. Le marché ne détruira jamais ça. Ce qu'il y a, c'est que le marché ne pourra donc jamais fonctionner comme la théorie le dit. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est plutôt optimiste comme message. Oui, après avoir un petit peu démonté l'hypothèse concernant les rendements décroissants, et montrer l'utopie néolibérale, est-ce que vous avez prévu un prolongement, par exemple, sur d'autres hypothèses néolibérales telles que la neutralité de la monnaie ou la rationalité des individus? Oui. C'est la première question. Et puis après, peut-être une deuxième question, est-ce que parler de néolibéralisme, ce n'est pas finalement peut-être un raccourci un peu simplificateur, puisque même le néolibéralisme prévoit par exemple la sanction par le marché, et qu'on est aujourd'hui dans des situations dans lesquelles on a des individus, des entreprises, des structures qui ne sont jamais sanctionnées et qui profitent justement de l'intervention de l'État qui vient toujours les secourir. Oui. Donc on est dans un système assez clientéliste, pour ne pas dire népotique. Et est-ce que parler de néolibéralisme dans ce cas-là, c'est pas aussi finalement un peu simplificateur?
Alors pour terminer, pour la deuxième partie de la question, en fait je vous parle d'une utopie. Donc par définition l'utopie n'existe pas dans la réalité. Le néolibéralisme n'existe pas dans la réalité, c'est une utopie. En fait j'essaie de comprendre la logique qui émane des lois qui sont faites, voilà, et des règles qui sont faites. Ce compte dans la tête nos dirigeants, vers quoi ils tendent. Ils n'y arriveront jamais, parce que c'est une utopie. C'est ça que je trouve intéressant chez Karl Polanyi, c'est qu'il parle de lui-même d'utopie. Je donne la citation, c'est le mot qu'il emploie. Cette utopie, à force de ne pas fonctionner, elle finit par être désastreuse. Donc voilà, c'est ça. Effectivement, voilà, enfin, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a d'autres choses que je critique. Là, j'aime bien critiquer la Tour Rudolph parce que j'aime bien. Voilà, c'est ça. Après, je suis d'accord, c'est peut-être pas le meilleur système à faire, mais on verra. Mais par exemple, il y a la question de la concurrence, qui est extrêmement importante. Comme mythe. Je prends juste un exemple. La SNCF, on explique que la SNCF est en monopole. Et regardez, ça va être génial, en 2020, elle va être en concurrence. J'aime des citations de Jean Tirole qui expliquent à quel point tout va changer lorsqu'on va ouvrir le transport ferroviaire à la concurrence après des dizaines d'années de monopole. Mais, enfin, il faut vous rendre compte de l'absurdité de ce que je viens de vous dire. Cette SNCF est en concurrence. Elle est en concurrence avec la route, elle est en concurrence avec les autocars, elle est en concurrence avec l'avion. D'ailleurs, vous voyez bien quel est le prix d'un billet de train. C'est aussi compliqué de savoir le prix d'un billet de train que d'un billet d'avion. Pourquoi? Parce que c'est des prix concurrentiels. Est-ce que la SNCF ne passe pas son temps à faire de la com, à vous vendre des billets, à aller expliquer, à faire de la pub, etc. Est-ce que tout ça n'est pas complètement une démarche concurrentielle? Si, parce que la SNCF est en concurrence. C'est d'ailleurs une concurrence faussée à son détriment, puisqu'elle doit payer les infrastructures et les gares, alors que les autocars ne payent pas les routes. Très peu, enfin, en tout cas, uniquement les routes à péage. Donc bien sûr que c'est absurde. Alors ça veut dire quoi la concurrence? Est-ce qu'on limite le marché ferroviaire, le transport ferroviaire, voilà, est-ce que c'est ça le marché? Ou est-ce que le marché c'est le transport en général? De quoi on parle? Et là les économistes ils sont perdus en fait, ils ne savent pas ce que c'est que la concurrence. Ils vont vous dire à la fois que la concurrence et l'innovation, sous-entendu on va créer de nouveaux produits, de nouveaux besoins, et en même temps il faut dans un système concurrentiel, pour qu'il y ait une concurrence parfaite, que tous les produits soient identiques. Je suis désolé, soit on innove et dans ce cas-là on se différencie, et ça sert à la concurrence, mais alors dans ce cas-là, la concurrence, c'est pas que les produits sont similaires et identiques. Vous voyez, enfin voilà, ça j'en parle beaucoup dans le livre. Après, sur la neutralité de la monnaie, en fait, plus personne n'y croit, et sur la rationalité des agents, je vous rassure, personne n'y croit non plus. Donc ça, par contre, sur la concurrence, il y a encore plein d'économistes qui y croient, c'est pour ça que ça m'intéresse. Oui, bonjour. Vous avez parlé du New Deal, et je voudrais savoir ce que vous pensez du rôle de la fonction des retraites qui sont apparues dans les années 70 et qui a un rôle majeur dans l'économie, puisque les fonds de pension et les grandes sociétés, c'est la captation de la valeur ajoutée pour payer les retraités anglo-saxons. Et ça, c'est une apparition des années 70, puisqu'on avait même en valeur marginale, même aux États-Unis, des taux d'imposition qui étaient, pour les grandes classes, qui étaient supérieurs à 80%. Donc on est une alliance de la finance et des fonds de pension pour les retraités, même chez nous, puisque les assurances-vie, etc., ont besoin de rendement pour satisfaire les gens, et c'est quand même un des principaux moteurs de la financiarisation de l'économie. Alors, vous voulez savoir quelle est la question exactement? La question, c'est le rôle des fonds de pension. Des fonds de pension et des retraites. Parce que si on ne peut pas... parce que ça, c'est pratiquement mondial. Donc, c'est pas un problème qu'on peut traiter uniquement au niveau français. Oui. Alors c'est vrai qu'on a peu de fonds de pension en France, mais ils sont très puissants dans d'autres pays, en particulier dans le monde anglo-saxon. Alors le fonds de pension sont des fonds d'assurance retraite, où les salariés cotisent, et ensuite on a une épargne énorme que des fonds essayent de gérer au mieux en rachetant des entreprises, et donc en essayant pour ces entreprises de dégager le maximum de richesse en fait, pour payer ensuite des pensions. En fait, derrière la question, il y a la question du poids de la finance dans l'économie. Mais le poids de la finance dans l'économie n'est pas lié que aux fonds de pension. Par exemple, en France, il n'y a pas de fonds de pension, et pourtant, il y a une finance extrêmement puissante, elle aussi. Donc, je voudrais un peu distinguer les deux. Ça fait partie de la puissance de la finance, mais ce n'est pas la seule chose. En réalité, ce qui est derrière la puissance de la finance, pour moi, c'est pareil. C'est une gestion néolibérale de l'entreprise. C'est-à-dire l'idée qu'on va mettre au cœur de l'entreprise
le propriétaire du capital, c'est-à-dire les propriétaires, c'est les actionnaires, on va faire en sorte, maintenant on a réorganisé l'entreprise dans les années 80, on a fait en sorte de valoriser l'entreprise par rapport à sa valeur actionnariale, c'est-à-dire la valeur des actions. Et ça, c'est pour trouver la valeur de l'entreprise, en fait, il a fallu créer des marchés financiers. Pour organiser et créer ces marchés financiers, il a fallu décloisonner de plus en plus, c'est-à-dire permettre aux actionnaires d'acheter et de vendre tout ce qu'ils veulent, sans limite et sans frontières. Et ce qui a profondément changé la finance, c'est lorsqu'on a démantelé toutes les frontières en permettant la libre circulation du capital dans le monde entier. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que les fonds de pension américains ont commencé à pouvoir racheter les entreprises françaises, etc. Parce que, simplement, on leur a permis de racheter, parce qu'on n'a plus le contrôle d'échange. Tout ça est lié, effectivement, alors les fonds de pension, vous avez raison, ils naissent dans les années avant, même 50, 60, mais ils ne sont influents d'un point de vue financier qu'avec les libéralisations financières qui datent, elles, de l'après Bretton Woods, années 75, 80. Voilà. Mais pour moi, ça participe de cette logique d'organiser l'ensemble de la société autour du marché. Parce que finalement, les marchés financiers sont d'abord des marchés. Voilà. Et l'objectif derrière, c'est quelle est la valeur des patrimoines. Vous voyez, on dit Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche du monde. Mais pourquoi il est riche? Parce qu'il est actionnaire d'Amazon. Et Amazon, combien ça vaut? Prenons le valeur de l'action, multiplions par le nombre d'actions. C'est comme ça qu'on fait. Et le problème, c'est que ces valeurs-là sont des valeurs créées artificiellement, en fait, par la valeur d'échange des prix d'Amazon. Si demain, tout d'un coup, d'ailleurs, Jeff Bezos va divorcer, le prix de l'action s'effondre, tout d'un coup, imaginez que l'action Amazon est divisée par 2, alors la fortune de Jeff Bezos va être divisée par 2 elle aussi. Tout ça n'a aucune... c'est une fausse valeur, en fait. C'est une forme de hiérarchisation entre les grandes fortunes qui est fondée sur des opérations de marché qui sont en fait totalement déconnectées de la réalité. Mais l'idée, c'est que ça permet quand même de construire une forme de hiérarchie sociale. On peut regarder qui sont les plus riches, voilà, Microsoft, comment il s'appelle, Bill Gates, Jeff Bezos, voilà, tous ces gens-là. On a un Français maintenant qui est dans la liste, c'est Bernard Arnault. Bon, tous ces gens-là sont riches parce que les marchés financiers permettent d'évaluer leur richesse. C'est à ça que servent les marchés financiers aujourd'hui. Donner des prix aux choses. Je ne sais pas très bien comment présenter ce dont je veux parler. Je vais vous dire que vous êtes effectivement très optimiste, et tant mieux. Ça ne peut pas faire de mal. Personnellement, je le suis beaucoup moins que vous. Et surtout en ce qui concerne les êtres humains. Parce qu'on est tous inclus dans ces marchés de dupes, je dirais. Et il y a un marché qui m'a fait hurler. Je pense qu'on est au moins 2 dans cette salle à avoir vécu quelque chose d'innommable, à savoir que la santé, c'est rien pour les gens qui nous gouvernent, depuis des décennies quand même. Mais là, précisément, il y a quelque chose qui ne va plus du tout. Quand des personnes appellent le SAMU, commencent par appeler les pompiers, qui disent non, il faut appeler le SAMU, nous on ne se déplace pas. Le SAMU qui vous répond, ben, vous n'êtes pas à l'article de la mort, alors vous n'avez qu'à trouver quelqu'un pour vous amener. Mais il se trouve que pour nous amener, il faut quand même parcourir un minimum de 30 km, je dis bien minimum, et que dans ces 30 km, on a peut-être le temps d'avoir un gros souci. Alors, dans quoi vous classez ce phénomène? Parce que qu'on ne puisse plus avoir droit dans la campagne à l'aide à laquelle justement on a encore plus besoin que dans les villes, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que l'être humain est en train de devenir? On est dans le monde d'Orwell, là, je crois. Alors, je parle des hôpitaux dans le livre, et je ne vais pas redire tout ça, notamment des conditions de travail à l'hôpital. La raison pour laquelle on supprime ces services publics, parce qu'en fait il s'agit de ça, c'est justement parce qu'on n'y croit pas. Et parce qu'on considère que tout doit être mis en concurrence. Et que les services publics qui sont des espèces de monopoles, qui
coûtent cher sont vus, en fait, on ne voit les services publics que par rapport à leur coût et non pas par rapport à leur valeur. Et pourquoi? Parce que justement, et je rebondis sur la question présente, parce que justement, il n'y a pas de valeur aux services publics, parce qu'on ne peut pas les quantifier, la valeur. On quantifie le coût, mais on est incapable de dire qu'est-ce que ça produit. Et vous avez raison, ça sauve des vies humaines. Et d'ailleurs, moi, pour le coup, je ne suis pas hyper optimiste sur ces trucs-là. J'ai lu récemment l'histoire de quelqu'un qui racontait que la mamie, qui était médecin en Ardèche, et en gros, il a eu 2 arrêts cardiaques le même soir qui sont arrivés chez lui, 2 personnes. Et il fallait, en Ardèche, ils n'ont pas un gros hôpital, il fallait que les gens soient transférés à Lyon. Or, on venait de supprimer les moyens, il n'y avait plus qu'un seul hélicoptère. Le médecin, il a fallu choisir lequel allait être sauvé, lequel allait mourir. Et il en est traumatisé. Ah oui, un hélicoptère, ça coûte cher. Et il y a rarement 2 arrêts cardiaques le même soir dans cet hôpital d'Ardèche. Oui, mais parfois ça arrive. Et quand ça arrive, on n'a plus de capacité de l'envoyer. C'est des coûts-avantages. Combien vaut une vie humaine? On peut tout quantifier. Hein. On peut dire, si l'hélicoptère nous coûte 100 000 € par an, et si on considère qu'une vie humaine vaut 50 000 € par an, ça c'est très bien, on s'en fiche quoi. On va avoir un mort par an. Voilà, bon. Ça, c'est l'État néolibéral. C'est-à-dire l'État qui a une vision purement quantitative. C'est la gouvernance par les nombres de Alain Supiot. Je vous invite, alors c'est un livre un peu difficile, mais j'en parle beaucoup. Mais c'est lui, pour moi, qui définit le mieux ce que c'est que l'État néolibéral. C'est-à-dire, il explique comment est-ce qu'on finit par organiser l'ensemble de la société, l'ensemble de l'État, et même du système légal, autour de systèmes de gouvernance fondés sur des systèmes d'incitation, des comparaisons, etc. entre combien coûte l'hélicoptère par an, combien vaut une vie humaine. Si l'hélicoptère coûte plus cher que ce que vaut une vie humaine, c'est pas rentable. Voilà, c'est comme ça qu'on raisonne. Et donc, la réponse elle est simple, hein, mais bon, c'est important de comprendre comment on en arrive là. Je vous rappelle que tous les services publics et la sécurité sociale ont été créés en 1945-1946 dans l'après-guerre, dans une France ruinée. On ne se posait pas ce genre de questions. On voulait reconstruire un système qui soit juste par rapport à des valeurs de ce que c'est que la justice. Aujourd'hui, on aplatit tout ça, il n'y a plus de justice, il y a des individus en concurrence, des systèmes incitatifs, et puis une valeur comptable des choses. Alors évidemment, avec ça, on ne crée pas une société. Bonsoir. Alors moi, je voudrais me faire un peu l'avocat du diable ce soir. Je vais essayer. Ne sifflez pas. Alors, à un moment donné, vous avez dit, donc, pour la nouvelle orthodoxie, le marché est justifié parce qu'il permet l'allocation des ressources rares. Alors peut-être que la question qu'on aurait pu se poser, c'est pourquoi finalement on choisit le marché plutôt que, je sais pas, la planification. Alors bon, il y a sans doute des raisons historiques. Ça peut être intéressant de parler de ces raisons historiques. Que les pays qui ont choisi d'autres méthodes, ça a toujours mal fini. Et puis même si je reprends l'exemple des marchés des droits à polluer, quand on regarde les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché parce que les autorités publiques n'ont pas fixé les bons quotas. Oui. Donc finalement, oui, mais ça veut dire que finalement, on pourrait presque se faire l'avocat du diable en disant finalement, quand ça n'a pas marché, c'est toujours parce que la régulation par l'État ou parce que les tentatives de l'État de mettre en place autre chose, finalement, elles ont encore moins bien fonctionné peut-être que le marché aurait pu le faire. Voilà, c'est tout. C'était pour provoquer un peu. Non, mais c'est pas une provocation, je trouve que c'est tout à fait légitime. D'abord parce que, en fait, bon, en plus ça me permet de nuancer. En fait, je ne suis pas contre le marché. Je pense que le marché est un outil extrêmement efficace au plein de trucs. Et que justement, lorsqu'on supprime le marché, on crée des catastrophes. Typiquement, les régimes soviétiques sont... Alors, par ailleurs, ils ne sont pas démocratiques en plus. Hein, mais indépendamment du fait qu'ils ne soient pas démocratiques, ils n'ont plus de capacité d'analyser la valeur des choses parce que il faut bien une valeur quelque part. Il faut bien trouver aussi une valeur. Et là où vous avez aussi raison, c'est que la valeur ne peut pas être définie uniquement par la capacité à produire.
Typiquement, les systèmes soviétiques, ils ont produit, et à la fin, ils se sont retrouvés avec des désastres écologiques, et puis des systèmes qui étaient produits, des choses qui étaient produites, qui n'avaient aucun acheteur. Et voilà, et donc il faut bien aussi que le marché participe à la régulation. Si on supprime le marché et si on n'a plus de prix, on n'a que des prix administrés, ça finit par aussi engendrer des catastrophes. Cela dit, je ne crois pas qu'on soit menacé aujourd'hui par une planification à outrance et le système soviétique. C'est pour ça que je me permets de critiquer ce qui est aujourd'hui la doxa et d'ajouter donc quelque chose qui est que le marché est absolument indispensable. Je ne suis absolument pas contre le marché. Ce que je critique, c'est l'idéologie du marché. Alors, considérer que le marché, par définition, crée le système juste. Et ça, c'est faux. Et la chose que j'essayais de montrer dans cet exposé, c'est que pour moi, la bonne solution, c'est le New Deal. Et le New Deal, c'est pas le système communiste. Vous voyez, c'est un système de marché régulier où une forme de PAC rénové, hein, parce que je montre aussi comment on a modernisé de manière extraordinaire l'agriculture française avec un système de prix administrés, parce que c'est ça la PAC, c'est des prix administrés. Et ces prix administrés n'étaient pas incompatibles avec le marché d'ailleurs, puisque quand vous allez faire vos courses dans les marchés, vous achetez des fruits et des légumes, c'était certes des prix administrés, mais c'était aussi des choses marchandes. Les prix étaient négociés d'ailleurs, par rapport à des rapports de force, etc. Donc le marché est un outil, et c'est un outil qui pour moi doit être mis au service de la société. Or aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'inverse, on met la société au service du marché. Là, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Sur les droits pollués, je pense qu'il y a des discours. Alors vous avez raison, j'en ai parlé, on a mal alloué les droits pollués. Aussi, pourquoi on l'a fait comme ça? Pourquoi on est mal alloué? Parce qu'on est en concurrence aussi avec les Chinois et autres et qu'on ne voulait pas pénaliser nos entreprises, donc il y avait aussi ce côté-là. Mais ce que j'ai aussi montré, c'est qu'à travers un autre exemple du coup, parce que c'est à travers l'exemple de la hausse du prix du gasoil, comment la hausse du prix du gasoil ne permettait pas à elle seule de résoudre les problèmes. Et je pense que l'objectif, ce n'est pas de dire les prix sont, comment dire, enfin, le signal prix doit être supprimé, mais de dire que le signal prix est à lui seul insuffisant. En gros, je milite pour une association de l'État et du marché. C'est-à-dire, si vous augmentez le prix du gasoil seul, vous n'arriverez pas à changer les comportements. Pour ça, il faut certes augmenter le prix du gasoil, je ne suis pas contre, mais il faut aussi prévoir des systèmes de transport collectif publics qui permettent aux gens d'avoir des alternatives. Et donc voilà, mon propos, au fond, il est vraiment celui-là, l'association du marché et de l'État, parce que le marché seul ne fonctionne pas, c'est ce que j'essaie de démontrer. Donc moi j'ai un souci qui me pose problème, c'est que toujours on parle de prix, argent. Mais moi je parlerai parce que le problème qu'il y a, c'est qu'actuellement, on prend la valeur humaine, un temps qui se réalise, on met un coefficient euro ou argent, on met un coefficient, et on le multiplie, et ça fait une valeur. Moi ça me dérange, pourquoi pas valoriser la valeur d'un objet par le temps réalisé concret, qu'il soit en Chine ou que ce soit, mettre plus ou moins le même temps. Mais là actuellement, on est obligé de mettre des euros qui ont une valeur ici en France, et qui n'a pas du tout la même valeur en Asie, ou voilà. Donc pour l'instant, pourquoi mettre un prix euro ou argent? Pourquoi pas mettre du temps? Et alors là, on arriverait sur la même courbe que ça. Plus de temps on met pour produire une quantité, plus la quantité sera grande, plus le temps sera élevé. Et non pas le contraire que vous avez prouvé tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, arrêtons de parler de prix et parlons plutôt du temps. La création de l'objet. C'est très intéressant. Alors, je ne voudrais pas répondre complètement à cette question, parce que derrière cette question, il y a la question de la théorie de la valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur? Alors, en fait, l'idée que la valeur c'est le temps de travail, en fait, c'est la première théorie économique qu'on ait fait. Et l'idée que l'argent n'est pas de la richesse, ça fait très longtemps qu'on le sait. Et je pense qu'en fait, en mettant le marché au cœur, on met le prix au cœur. Et on a une théorie des prix, mais on n'a plus de théorie de valeur. C'est aussi une des choses, mais bon, vraiment, ça demanderait beaucoup de réflexion. Je pense que les économistes devraient se réinterroger sur ce que c'est que la valeur. Et notamment, alors vous avez aussi raison, je vais vous donner raison, puis je vais m'arrêter là, quand on dit un ouvrier chinois, il coûte 4 fois moins cher qu'un ouvrier français, et donc il faut produire en Chine, on ne compte pas le coût de transport, avec le gaspillage de ressources, on ne compte pas le fait que peut-être que l'ouvrier chinois est peut-être un peu moins efficace que l'ouvrier français
parce qu'il n'a pas les mêmes machines, etc. Et donc, en fait, on crée un système qui va favoriser un gaspillage de ressources au nom du salaire qui, en fait, n'est pas un coût, mais c'est une répartition des richesses. Et donc là, pour moi, on a un problème fondamental. C'est-à-dire que non, c'est pas un bon calcul économique de faire produire un bien par quelqu'un qui vit à 10 000 km et qui, en fait, est moins efficace voilà, que par quelqu'un qui est juste à côté, même s'il est plus cher parce qu'il a des salaires plus élevés. Voilà. Bon. Alors, pour conclure, on a évoqué le livre de David, L'économie du réel. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées, notamment la présence de la critique de Keynes sur l'imposture économique, qui est très longuement abordée, qui est une critique conceptuelle sur les défauts de nos modèles. Il y a un gros travail sur l'anthropologie, notamment tu cites Paul Jorion, qui a montré qu'en fait, derrière le prix du marché, il y a des rapports de force sociaux. Et je crois que la grande force, alors moi, je n'ai pas tout à fait le même positionnement axiologique que toi en cours, c'est-à-dire j'essaie de montrer ce que peut donner l'économie. Et quand il pose certaines questions, je dis ah, ça c'est du ressort du politique. On a tendance à dire que c'est l'économie qui le justifie, pour moi non, ça c'est politique. Et la grande force du livre, à mon avis, c'est de montrer que derrière des choix de société qui sont faits, il y a des rapports de force politiques qu'on essaie d'invisibiliser et qui sont pourtant prégnants et très présents. Et l'économie, au départ, était politique, tu l'as très bien dit, et l'économie doit ou être politique, ou éclairer le débat public. Ça, c'est plutôt ma position. C'est-à-dire essayer de dire, voilà, avantages et inconvénients de tel système. Et je crois que je vous incite vraiment à lire ce livre parce que pour arriver à une telle clarté en 200-250 pages, il vous faudrait, en termes de théorie économique et de recherche contemporaine, parce qu'il y a un travail sur les 10 dernières années de recherche, notamment sur Kahneman, notamment sur un certain nombre d'auteurs qui ont montré tous les problèmes que pose la théorie dominante. Vous avez vraiment, je trouve qu'aujourd'hui c'est la meilleure synthèse d'introduction à toutes ces problématiques qui traversent le champ de la recherche en économie. Un petit mot de conclusion par rapport à tout ce que tu as dit et le lien dernièrement avec l'Union européenne et surtout la montée du populisme. Comment on peut empêcher cette montée du populisme, justement en repensant notre rapport à l'économie et en s'appuyant sur une économie du réel? Non, mais une conclusion très brève qui en à la fois répond au populisme et répond aussi au thème qu'on a abordé ce soir. Il faut considérer l'économie comme un outil, c'est-à-dire un outil au service de la société. Or, aujourd'hui, le discours dominant, c'est toujours dire qu'il faut que la société soit au service de l'économie. Et là, il y a une forme de... Enfin, c'est à la fois totalement évident, et en même temps, c'est jamais ce qui est dit. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on ait un dirigeant politique, et je pense que c'est ça le cœur de l'émergence populiste, qui disent, eh bien, on va faire en sorte que l'économie vous serve à vous, et à vous rendre plus riche et mieux, et voilà, et que si vous voulez baisser le temps de travail, vivre mieux, ben, c'est possible. On va faire en sorte que ce soit possible. Alors, c'est ça qui doit être, pour moi, un discours politique, comment dire, responsable. Un mot ?